Tout d'abord, bonsoir. Merci beaucoup pour votre intérêt pour l'urbanisme durable. C'est un sujet très important, je trouve, au regard des transitions que nous devons faire pour atténuer notre impact sur la planète et puis pour améliorer la durabilité des projets en termes de gouvernance, entre autres. Et voilà, donc en fait, je suis Corinne Tixier, je représente l'association Citoyens et Territoires, et il y a mon collègue aussi Charles Thomassin qui va m'accompagner dans la gestion du chat. Voilà, Charles, je sais pas, comme il y a beaucoup de monde, vous ne pouvez peut-être pas le voir à l'écran, qui est là en appui pour m'aider sur la gestion du chat et pour l'admission des personnes. Donc, Citoyens Territoires, on est une association basée à Colombey-les-Belles dans le 54 et nous travaillons sur les questions de transition écologique, d'amélioration du dialogue citoyen, entre autres, et nous accompagnons les territoires sur ces questions-là. Alors, nous ne sommes pas des experts, mais nous animons des rencontres, des journées d'échange de pratiques, nous identifions des expériences intéressantes pour les valoriser, voilà, et nous faisons appel à des experts comme notamment deux experts qui sont là avec nous ce soir et la maire de Cornimont qui nous rejoindra tout à l'heure, incessamment sous peu. Alors, nous sommes là dans un cycle qui nous a été demandé par la DREAL. Je vais leur laisser la parole. Donc, c'est un cycle de 3 événements. Un webinaire qui a eu lieu déjà en décembre dernier. Et ce webinaire de ce soir, là, qui porte donc sur les difficultés et les bénéfices que l'on rencontre dans la conception ou la réalisation des projets. Pardon, excusez-moi, c'est la maire, désolée. Excusez-moi, c'est le direct. Oui, Madame Clément. Excusez-moi, je vais reprendre Mme Clément, mais est-ce que, en attendant, Michel, vous pouvez présenter et on enchaîne, je veux pas, et je règle le problème technique avec Madame la maire. Désolée. Alors, je vais faire très bref. D'abord, bienvenue à toutes et à tous donc, pour cette deuxième réunion du cycle aménagement durable que nous avons initié en partenariat avec Citoyens et Territoires. Je vais rapidement passer la parole à ma collègue Karine Delaby qui a organisé ces séquences. Nous avons ce soir 3 sujets et 3 intervenants extrêmement intéressants. Donc, je vais faire très court en introduction pour garder un maximum de temps avec nos intervenants et également un maximum de temps consacré aux échanges. Karine, je ne sais pas si tu veux représenter un petit peu le contexte. Oui, alors pareil, je ne vais pas passer trop de temps pour laisser la parole aux intervenants. Donc, Karine Delaby de la DREAL. Je voulais juste rappeler que ce cycle aménagement durable organisé en partenariat avec l'association Citoyens et Territoires est développé dans le cadre du label Écoquartier, dans le cadre du club régional de la région Grand Est porté par la DREAL. Je voulais juste vous rappeler, si besoin, que vous avez à votre disposition sur Internet des outils, et notamment le référentiel Écoquartier, mais également d'autres publications sur le site, la plateforme nationale Écoquartier, dont on va vous mettre le lien dans le chat. Et puis un outil, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, l'outil, le site Aide Territoire, qui est à votre disposition pour identifier l'ensemble des aides qui sont disponibles sur votre territoire pour mettre en place des actions d'aménagement durable et d'urbanisme durable. Donc, pareil, on va vous mettre le lien dans le chat. Voilà, je vous remercie d'être tous là. Je remercie les intervenants et je vais laisser la parole. Je ne sais pas si Corinne peut reprendre ou si on passe tout de suite aux interventions. Oui, Karine, je pense qu'on va passer directement la parole à Nicolas. C'est Nicolas Venandet de l'agence de l'eau Rhin-Meuse qui va commencer par son intervention. Je te laisse la parole, Nicolas. Bonjour, merci Karine. Vous m'entendez bien? Parfaitement. Ouais, très bien. Alors, je vais partager mon écran. Désolée.
Bon, merci Mme Clément. Donc, Mme Clément nous a rejoint, donc tout le monde est là. Donc, pour les questions, tu as expliqué, Charles. Donc, en fait, Nicolas va présenter justement la question de la gestion des eaux pluviales. Et ensuite, il y aura un temps de questions-réponses orales. Mais n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat qui concernent l'intervention de Nicolas ou d'autres. Et puis, ils répondront ceux qui peuvent. Et puis, ensuite, on prendra pendant 5-10 minutes les questions qui s'adresseront plus particulièrement à Nicolas. Nicolas, est-ce que vous y arrivez? Oui, mon écran? Très bien, oui. Hop. Alors, j'y vais. Donc, du coup, merci de nous avoir invités à ce webinaire. Donc, c'est un webinaire dont il s'agit de parler des difficultés et des bénéfices qu'on rencontre dans la conception ou la réalisation d'un projet d'urbanisme durable. Comment on résout ces difficultés et qu'est-ce que le projet a apporté? Donc, quand on parle d'eau, de gestion de l'eau en ville, ça ne se limite pas à une question d'eau pluviale. On est vraiment dans l'aménagement du cadre de vie et l'urbanisme durable. Donc, on est complètement dans la réponse un peu à ces questions-là. Donc, pourquoi l'Agence de l'eau? Parce qu'on est le premier opérateur de l'État dans le domaine de l'eau. Donc, on décline à ce titre-là des politiques d'adaptation au changement climatique et de biodiversité. On a des objectifs de reconquête du bon état des masses d'eau. Et aujourd'hui, on arrive à un moment où ça ne peut pas se faire sans une interface et une intégration complète aux politiques de la ville. Donc l'Agence de l'eau est de fait devenue un acteur de l'urbanisme. On a des centaines de projets qui ont été accompagnés, projets urbains qui ont été accompagnés ces dernières années, financièrement et techniquement, 230 sur les 3 dernières années. 1 million de mètres carrés ont été déraccordés sur le bassin Rameuse, qui correspond grosso modo à l'Alsace-Lorraine, un peu les Ardennes et un petit peu la Haute-Marne. 1 million de mètres carrés déraccordés ces 3 dernières années. 60% des projets qui ont mis concrètement en place des solutions fondées sur la nature dans les espaces urbains, soit des communes rurales ou plus urbaines. Et on dispose donc de 90 millions d'euros d'aide pour le bassin Rameuse pour la mise en place de cette politique de gestion des temps de pluie et de la ville durable. On voit d'ailleurs ici une photo d'école, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, d'école qu'on a aidé à désimperméabiliser et végétaliser. Donc, rapidement, pourquoi on parle de ville perméable et durable? Parce qu'on subit tous les conséquences de cette urbanisation, de cette grosse dalle de béton qu'on a créée sur les villes, de cette canalisation des eaux vers l'aval. À un moment donné, on veut végétaliser les villes, on a besoin de cette eau, et au contraire, elle a des impacts en aval. Donc, les conséquences sont le déversement d'ouvrages en aval, de versoirs d'orage, de rejet direct d'eau usée, des inondations, évidemment, des îlots de chaleur, et puis donc des rejets de polluants ou une moindre recharge des nappes phréatiques dont on a besoin, un moindre soutien des débits d'étiage, des sources, des fontaines ou autres dont on a besoin dans nos vies. Donc, historiquement, l'Agence de l'eau a aidé des ouvrages pour reconquérir le bon état, qui a beaucoup progressé en 30-40 ans sur le bassin, donc avec la construction en particulier d'ouvrages, avec une approche très curative. C'était la ligne de l'État. Donc, on allait sur des ouvrages souvent en béton, des réseaux de plus en plus gros, de plus en plus longs, et puis des ouvrages pour accueillir cette eau et l'évacuer le plus loin possible, le plus vite possible en aval. On est aujourd'hui dans des approches préventives, en tout cas des approches mixtes, puisqu'on continue des constructions d'ouvrages dans la limite du strict nécessaire, et on a des approches préventives maintenant qui se déploient avec une gestion à l'amont, une gestion à la source des eaux, avec l'exemple que vous voyez ici sur ces photos, d'opérations qui se réalisent maintenant sans réseau pluviaux. Donc pour bien poser le problème, le sujet, quand on parle de gestion intégrée, comme on le voit sur la photo ici en haut à droite, on parle bien d'une gestion intégrée. Ça veut dire qu'on ne va pas créer d'ouvrages spécifiques pour la gestion de l'eau. Donc on oublie les tuyaux, on oublie les ouvrages enterrés, on oublie toutes ces solutions qui viennent finalement rajouter des surcoûts au moindre projet d'aménagement. Et on va essayer de profiter de chaque opportunité de l'opération pour stocker, infiltrer, désimperméabiliser, gérer à la source et donc finalement végétaliser la ville, rendre le quartier plus agréable, plus résilient à tout point de vue. Donc c'est pas une gestion alternative, on ne remplace pas un tuyau par un fossé, on va faire une gestion intégrée. Et ça va jusqu'au bâtiment, on pourra donner des exemples après, ça va jusqu'au bâtiment, donc c'est l'ensemble de l'opération, pour de la viabilisation, de la promotion ou de l'aménagement de l'espace public qui est concerné. Donc les bénéfices, je ne vais pas tout relister ici, mais j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est
ils sont multiples. Hein. On voit ici en arrière-plan une photo d'un écoquartier justement qui a été construit sur l'ancienne friche sur le bassin. Et donc on voit tous les impacts que ça peut avoir et les intérêts que ça présente, qui sont aujourd'hui, on n'y revient pas, mais ça c'est concrètement lié à une autre gestion de l'eau dans l'espace urbain. Donc l'eau est finalement pour nous le premier levier pour cette ville durable. On ne peut pas végétaliser la ville sans désimperméabiliser d'abord. On détruit le béton, on détruit cette croûte, et on va surtout réaliser des économies. Le point quand même clé, les premières années de cette politique, on a appuyé beaucoup sur l'aspect économique. On a démontré l'économie dès l'investissement, mais aussi en termes de fonctionnement de ces projets. C'est comme ça qu'on peut aussi embarquer des maîtres d'ouvrage, publics ou privés, qui parfois ont des contraintes fortes sur leur coût d'investissement. Donc on avait fait en 2015 un état des lieux. Quand on a démarré cette politique en 2014, on avait cet état des lieux en 2015 avec la consultation de plusieurs centaines de collectivités sur le bassin. On avait fait un point et on avait pu constater un développement qui était encore trop faible de ces solutions, assez peu développé dans les collectivités. Et très souvent, on a invoqué des contraintes locales. Vous les avez toutes, je pense, entendues, hein, mais je suis en pente, le terrain n'infiltre pas, c'est argileux, j'ai un sol pollué. Enfin, il y a toujours de bonnes raisons pour ne pas changer finalement ces mauvaises habitudes. Et donc, il y avait finalement un fonctionnement un peu schizophrène où on écrit partout et on montre une volonté de faire la ville verte et végétalisée. Et en même temps, toute une série de freins qui existaient encore sur le terrain pour les porteurs de projets quand on rentrait dans le concret. Donc, il y avait d'abord le cloisonnement des services, tout type de service, tout type de structure. Hein, on est tous, c'est humain, on fonctionne tous un petit peu en silo, donc c'est difficile. Il faut travailler absolument en transversal et dans ces approches-là. Évidemment, hein, on comprend très bien qu'un service voirie, lui, il rejette ses eaux dans le réseau du syndicat d'assainissement et il n'a pas intérêt à y changer. C'est pour lui un architecte qui cherche la boîte de branchement pour y rejeter ses eaux. Et par contre, le service assainissement, lui, déroule un projet de construction de bassins d'orage qui peuvent représenter des coûts importants. Hein. Pour Strasbourg, par exemple, pour l'Eurométropole, c'est 70 millions d'euros sur 15 ans juste pour des bassins d'orage béton, hein, pour la reconquête du bon état. Donc, on paye finalement des deux côtés, du point de vue de l'élu, du gestionnaire du patrimoine privé, et on ne fait pas toujours le lien sur les économies qu'on pourrait faire d'échelle. Donc, ensuite, on avait la question des freins idéologiques, c'est-à-dire que on vous explique sur le terrain, ça ne fonctionne pas, on n'a jamais fait comme ça, on a toujours fait ainsi. Donc voilà, ça c'était l'autre point, vraiment de sensibilisation. Ensuite, le troisième point, c'est des freins réglementaires. On avait clairement, et il n'y a pas de regret à avoir, c'était la stratégie qu'a développé l'État et qu'on a accompagné tous les acteurs, y compris nous, hein, dans des années. C'était une logique de concentration de l'eau et de gestion des ouvrages en aval, avec des doctrines qui variaient d'un département à l'autre. Donc, on a fait le constat qu'il y avait une doctrine par département, hein, 76 doctrines au niveau national départemental. On est sur un droit souple qui était décliné de manière un peu différente dans chaque territoire français. Et donc, pas d'unité et finalement pas de message assez clair au niveau du public sur le fait qu'on devait gérer différemment les eaux à la main. Enfin, un manque d'ingénierie spécialisée, c'est un point très important. Manque de relais de conseils techniques, finalement, un gros problème d'ingénierie sur ce sujet un peu nouveau. Donc, je vais vous montrer comment on a pu un peu répondre à tous ces points. Et aujourd'hui, entre les acteurs de l'aménagement et les conseillers, bureaux d'études, les collectivités ou acteurs privés, arrivé à un moment où les choses sont franchement en train de changer. Donc, on a commencé par faire des projets vitrines sur le territoire, par montrer qu'on pouvait faire autrement. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de voir des choses concrètement, puis d'aller voir l'élu peut-être d'à côté ou le parking d'à côté pour voir que finalement, lors du dernier orage, ça s'est mieux passé chez eux finalement sans tuyau que sur notre projet en gestion classique. Donc tous ces projets-là, les exemples de photos que je montre là sont des exemples du bassin, hein, pour certains qui ont une dizaine d'années, d'autres qui ont 5 ans, d'autres qui ont 3 ans. Vous voyez des nous, des structures réservoirs, des toitures végétalisées, tout ça fonctionne sans réseau, avec une gestion à la source de l'eau. Également, on a lancé en 2020 un plan école, hein, des mesures d'aide spécifiques pour les écoles. C'est des surfaces qui sont assez petites à l'échelle urbaine, mais qui sont très démonstratives, sur lesquelles il y a
une autre façon de voir les choses. Puis quand on ferme des écoles à cause de pics de chaleur, ça fait quand même réagir tout le monde. Et on peut faire bouger un peu tout le monde sur ces sujets-là. Donc, on a eu l'an dernier une quarantaine de projets d'écoles qui ont été accompagnés. Donc, ça change vraiment fortement là-dessus et ça permet d'entraîner aussi les services dans des changements de pratique. Et puis, également des requalifications de voirie un peu plus classiques. Alors, je vais tenter de vous passer une vidéo courte, si on arrive à la faire fonctionner, si le débit est suffisant. N'hésitez pas à me dire, notamment Karine, si c'est pas audible. Alors, je vais tenter. Hop. Voilà, parfait. Alors, vous me faites signe si ça ne marche pas. 1 km de voirie sur une Parfait. Je recommence. 2 minutes. Le projet d'aménagement de l'avenue des États-Unis rentre dans un programme global de rénovation d'entrée de ville. L'objectif était de modifier complètement la philosophie de cette entrée de ville. Nous avions une entrée de ville qui datait de la création de l'autoroute. Donc les gens se lâchaient, avaient déjà presque l'impression d'être sur l'autoroute. Donc on voulait casser cela et faire une entrée de ville qui soit vraiment urbaine et qui soit vraiment dans la ville. On a requalifié à peu près 1 km de voirie sur une emprise totale de 25 000 m². L'objectif, ça a été de réduire la largeur de la chaussée. Il y a des activités économiques, des maisons, des habitations, et puis il y a également du covoiturage. Et puis ce que l'on a voulu, c'était donner un caractère environnemental à cette entrée de ville en mettant de la verdure, dont un peu plus de 7000 m² de noues végétales. Les techniques alternatives permettent de gérer autrement que par le tout tuyau les pluies courantes, mais comme c'est le cas ici, des événements plus exceptionnels comme une pluie centenale. Il existe différents types de techniques alternatives, des fossés végétalisés qu'on appelle des noues, pavés drainants, des structures réservoirs, des bassins, toitures végétalisées. Ici c'est un système de noues et de pavés drainants connectés qui a été mis en place, avec également un système assez simple pour gérer le flux de l'eau sur la voirie. Donc on joue sur la pente, également sur l'arasement de bordures pour guider l'eau. Il a fallu orienter la chaussée, les trottoirs vers les noues. Ces aménagements ont différentes fonctions. Déraccorder les eaux pluviales du réseau d'assainissement, réduire les flux de pollution au milieu naturel, participer à la végétalisation de la ville. Nous avons également mis en place des passerelles en bois pour à la fois un aspect esthétique et permettre d'assurer une continuité entre les noues. Aujourd'hui, nous avons un projet qui est vraiment qualitatif et qui fait, je pense, l'admiration de beaucoup de personnes qui arrivent de Nancy. L'avenue des États-Unis est un projet innovant pour la ville de Pont-à-Mousson. Le projet de l'avenue des États-Unis, c'est un projet vitrine d'ampleur qu'on souhaiterait voir développer, dupliquer sur d'autres opérations de renouvellement urbain sur le bassin Rhin-Meuse. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, on va revenir maintenant sur le PowerPoint. Donc voilà, donc maintenant ce type de pour prendre un peu cet exemple-là qui était, je pense, assez explicite, hein, mais on voit qu'il y a ici c'est un dossier, il y a peut-être 2 millions de VRD à peu près, hein, donc il y a eu une économie importante réalisée sur le projet, plus une subvention d'agence de l'eau, hein, de l'ordre de 300 000 €. Et donc c'est un dossier sur lequel initialement, quand il était arrivé, il y avait beaucoup plus d'enrobés. Il y avait un grand tuyau de collecteur pluvial qui était posé tout en longueur de la voirie. Et donc, finalement, c'est cet appui technique qu'on a pu apporter à la collectivité qui a permis de revoir sa conception et finalement de financer du qualitatif, du végétal sur la emprise. Voilà, donc c'est ce genre d'exemple, on pourrait y revenir, mais qui permettent de faire avancer la sensibilisation. Ensuite, il y avait le deuxième point, c'était le troisième point, c'était le levier réglementaire. Donc, la question des doctrines, on s'y est attaqué en 2017, on a remonté au secrétariat technique de bassin ce besoin et avec l'ADREAL, on a porté beaucoup porté un projet de doctrine unique et on est la première région, un Grand Est, dotée maintenant d'une doctrine unique partagée avec les 10 DDT et puis établi avec le CEREMA et les 2 autres agences de l'eau présentes sur la région Grand Est. Donc, c'est une doctrine qui permet, à chaque fois qu'on a des projets d'aménagement soumis à déclaration d'autorisation, d'utiliser le filtre réglementaire pour rappeler, c'est tout bête, hein, mais de rappeler que l'eau doit être gérée au départ
de manière intégrée, par infiltration, à minima pour les pluies courantes, dans tous les projets. Donc c'est quelque chose de très simple, mais finalement qui n'existait pas avant. Et donc ça, c'est en train de faire changer assez fortement les choses à la source. Donc ça a été un travail qui a duré 2 ans. C'est une doctrine qui est en place depuis début 2020 et qui finalement est la mise en œuvre concrète de cette gestion intégrée et de la ville durable dans l'espace public par le levier eau. Donc ça, c'est pour le point réglementaire. Donc, on a également, pour poursuivre l'aspect sensibilisation, pour convaincre, créer un centre de ressources. Donc on a une page, si vous tapez Agence de l'eau rameuse, eau dans la ville, vous arrivez sur une page où vous retrouvez beaucoup d'informations, que ce soit des plaquettes, des fiches retour d'expérience, il y en a beaucoup, mais également des vidéos comme celle qu'on vient de voir, il y en a d'autres, des liens techniques, des logiciels de dimensionnement, toute une série de choses qui peuvent être nécessaires pour les porteurs de projets, pour diffuser l'information, notamment aux concepteurs. Et comme il y a rien de plus simple que d'avoir des exemples, enfin plus convaincants, d'avoir des exemples près de chez soi, dès 2017, nous avons mis en place un observatoire du bassin rameuse, de la gestion intégrée, pour trouver près de chez vous une opération de gestion intégrée. Donc c'est une base de données qui permet de zoomer assez précisément à XY et d'aller trouver une rue, une opération, un bâtiment en gestion intégrée en sélectionnant un type de technique. Je cherche une noue, je cherche une toiture végétalisée, une structure réservoir, je cherche un projet de requalification de voirie, un projet de lotissement, et on peut du coup les trouver. Donc c'est quelque chose qu'on alimente. Aujourd'hui, on est à 350 exemples qui sont mis en ligne avec des photos, et en général également des fiches quand elles existent. Ça permet de trouver des exemples, de voir aussi des choses qu'on ne remarque pas toujours quand on n'a pas l'œil averti, mais il y en a, vous voyez maintenant, sur tous les territoires, qui soient en montagne, en plaine, en Alsace, en Lorraine, en Champagne-Ardenne ou autre. On a également sorti il y a 2 ans, et puis on l'a remis à jour l'année dernière, une foire aux questions. Donc ça, c'est pour répondre un peu à toutes les questions techniques, parce que on voit bien que tout le monde est d'accord sur les grands principes, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut végétaliser. Puis quand on arrive dans le détail du projet, ça on le vit vraiment tous les jours, on a toujours notamment un technique pour vous dire c'est pas possible, il y a un risque, si on peut pas faire ça, ça passera pas, ça infiltrera pas. Donc on est obligé à chaque fois de redémontrer. Donc on a pris un peu toutes ces questions-là, on les a regroupées. On est aujourd'hui à 111 questions concrètes qui sont dans cette foire aux questions qui est gratuite et disponible en ligne. Donc il ne faut pas hésiter à le diffuser, à l'utiliser. Donc des questions voilà, très simples, très concrètes sur l'infiltration, sur le dimensionnement, sur le colmatage d'un revêtement poreux, etc. Il y a plein de questions qui sont abordées et qu'on continue à implémenter un peu chaque année. Ça, c'est pour vraiment répondre à toutes les questions techniques, parce qu'on a l'habitude d'y répondre, mais souvent on voit des maîtres d'ouvrage dont les conseils leur disent c'est pas possible. Et donc, on montre par l'exemple, et puis on montre aussi en général en travaillant avec les concepteurs et aussi les maîtres d'ouvrage. On produit également des webinaires techniques ou des réunions de sensibilisation. Il y en a eu la semaine dernière sur les chaussées à structure réservoir. Il y aura également un replay, donc avec près de 300 personnes qui ont participé. Et puis donc des actions de sensibilisation chaque année. Donc on fait une quinzaine d'actions ciblées au sein de collectivités, donc à l'échelle des grands territoires, en général comité d'agglo, opérationnel, structure voirie, urbanisme, espace vert, assainissement en mode un peu décloisonné, pour présenter des exemples locaux et puis travailler dessus avec les services. On a fait ça aussi avec des CCI, des PNR ou des publics privés comme les bailleurs, qui sont aussi des acteurs qu'il faut embarquer dans ce changement de la ville. Donc des appels à projets, c'est aussi une manière de montrer et puis d'appeler aussi à l'initiative locale. Donc il y en a eu en 2016 avec une quarantaine de projets urbains retenus. Il y a l'appel eau et quartier prioritaire de la ville avec un S, quartier de la ville en 2019, et puis l'appel à projets bailleurs sociaux en cours actuellement en 2021. Non, c'est fin 2021 et qui est toujours en cours. Ça va être un appel à projet reconduit annuellement à destination des bailleurs sociaux. Donc du coup, c'est un des moyens de débloquer tout ça. Pour nous, c'est vraiment l'appui technique. Il y a le financement, évidemment. Je ne le détaille pas particulièrement aujourd'hui, mais vous avez vu, on a des budgets importants et on pourra y revenir s'il y a des questions, mais en tout cas, permettre d'aider des projets. Mais on accompagne toujours aussi techniquement les projets. Donc, on a donné 80 avis en 2021. On aide également des études, en particulier des études de bureaux d'études spécialisés. Souvent, ce qui manque dans
les montages souvent qu'on trouve sur le terrain, souvent de bons maîtres d'œuvre, de bons AMO, mais pas forcément cet appui d'AMO hydraulique ou cet appui gestion intégrée, eau dans la ville, qui est souvent manquant dans les projets. Donc, ça permet souvent de redresser et puis de convertir complètement des dossiers sans souvent toucher même au plan de masse. Hein. C'est vraiment des choses qui peuvent s'adapter à tout type de projet. Et puis, donc, des actions de sensibilisation, on l'a un petit peu vu, et un travail aussi sur des documents cadres, mais également des partenariats, hein, comme récemment avec SNCF ou d'autres acteurs. Donc, l'idée, c'est bien une stratégie d'aide au changement, parce qu'on a tous du mal à changer nos habitudes, et c'est là-dessus qu'il faut être vraiment appuyé, et puis travailler encore une fois en mode transversal. Hein, donc, un changement de pratique. Il faut vraiment changer la perception de l'eau dans la ville pour en faire un levier d'aménagement, en inversant la charge de la preuve, en particulier la notion de risque. Hein. On doit toujours se justifier quand on veut infiltrer l'eau, mais on ne se justifie jamais quand on crée des tuyaux, ou très peu, notamment sur leurs impacts. Et puis, il faut aussi, ça c'est très important à mon sens, hein, c'est valoriser les économies et services rendus. Je le disais tout à l'heure, mais c'est souvent vraiment le point de départ. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience de tout ça, de l'importance de villes vertes perméables, donc ça devient un nouveau levier, mais c'est souvent par l'économie qu'on a commencé à travailler. Et enfin, le dernier point que j'avais mis, c'était le besoin de travailler avec une ingénierie spécialisée. Quand on parle d'ingénierie spécialisée, on parle de gens qui ont réellement un côté militant, mais aussi une expérience dans le sujet. Et parce que très souvent, on a ce genre d'échange. Hein, j'en ai mis un, mais j'ai un bêtisier qui est très très long ici à l'agence. On en garde un petit peu au fur et à mesure, mais des gens qui vous expliquent, qui écrivent à leur maître d'ouvrage, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas infiltrer l'eau, vous allez faire mourir les arbres dans votre cour d'école, le sol ne peut pas l'admettre, il n'y a pas de sécurité, ce sont des ouvrages qui ne tiennent pas dans le temps. Donc, il y a vraiment besoin de se faire accompagner et de former aussi nos concepteurs. Mais c'est un mouvement qui est vraiment en marche maintenant. On le voit avec l'intérêt qu'il y a eu pour ce webinaire très technique encore qu'on a fait la semaine dernière. Hein. C'était beaucoup de bureaux d'études, de services techniques, de collectivités. Donc, il y a vraiment une envie chez tout le monde parce que je crois les maîtres d'ouvrage le demandent aussi. Et puis, on voit que pour les bureaux d'études comme pour les mêmes entreprises, ça devient vraiment quelque chose d'intéressant qui redonne intérêt à leur métier aussi. Donc, on sortir un peu du copier-coller et puis faire des choses un peu plus, prenant en compte un peu mieux la question d'eau dans les projets. Donc, voilà, le type d'accompagnement technique qu'on peut apporter, je vais pas le redétailler, mais en tout cas, vous voyez ici en haut un exemple un peu d'une carte de potentiel de déconnexion qu'on a fait sur une commune. C'est quelque chose aussi qu'on développe à l'échelle de patrimoine bâti d'aménageurs ou de collectivités, qui permet aussi d'anticiper dans la programmation, dans l'aménagement, mais aussi dans les documents d'urbanisme, ces approches. Donc, je pourrais montrer beaucoup de photos d'exemples, mais je vous montre par exemple celle-ci qui ressemble un peu à ce qu'on vous trouve dans nos cours d'école. C'est une maison de la vie associative et de l'enfance dans le quartier des Provinces à Laxou. Donc avec un exemple de cours assez imperméabilisé qui était avant entièrement raccordé au réseau unitaire. Donc ça veut dire que ces eaux sont directement dirigées dans des réseaux qui débordent et qui polluent les cours d'eau. En plus, donc, ils génèrent des coûts importants pour les collectivités hein, dans leur traitement. Et donc là, la collectivité a revu son projet en cumulant, c'est souvent ce qu'on fait, on cumule des techniques alternatives voilà, pour faire cette gestion intégrée. Donc ici, là, on avait la chance qu'il y avait une restructuration lourde dès l'espace public, pas des bâtiments, mais des espaces publics. Donc dans ces cas-là, il suffit de redessiner un petit peu le projet en prenant toujours en compte les usages, mais en intégrant l'eau à chaque fois qu'on a une opportunité. Donc vous voyez, on cumule différentes solutions qui vont de la récupération d'eau de pluie à la végétalisation d'espace, à des structures réservoirs, à des enrobés poreux. Et puis donc, j'ai pas mis la photo finale. Ça, c'est une erreur, je le rajouterai dans le rendu final. Mais en tout cas, c'est un projet qui est aujourd'hui terminé et qui déconnecte, pour une occurrence, je crois, décennale, l'intégralité des eaux du réseau. On a également des références sur des dossiers d'activité. Ici, un parking de 20 000 m² sur un terrain dit en pente, dit peu infiltrant, sur une zone d'activité à Yutz, à côté de Thionville. Donc ça, c'est un parking qui est entièrement créé en structure réservoir. L'eau s'infiltre dans des noues, puis alimente des structures réservoirs sous les places de stationnement. Donc là, c'est un site entier. Hein. On ne voit pas ici la vue aérienne, mais qui a été pensé en gestion intégrée, en zéro réseau. Hein. Et ici, on gère une centennale depuis plusieurs années sur un terrain qui était dit
dit peu infiltrant. Donc ça, ce sont des économies. Et puis on trouve des projets, y compris sur ces usages un peu forts de parking. On peut trouver des solutions pour amener quand même de la végétalisation. Il y a toute une partie également du site qui a été exploitée par l'enseigne derrière et qui a été végétalisée ou conservée en aménagement. Donc ça, je vous invite à regarder la vidéo qui existe aussi sur notre site là-dessus. Et puis, un exemple ici d'un bailleur, donc c'est sur une friche de l'ancien hôpital à Nancy, l'hôpital Villemain-Maringer. Donc c'est une friche qui a été réhabilitée pour créer 700 logements sociaux et également sur un terrain qui a été dit peu infiltrant. Et donc là, il y a eu beaucoup d'échanges avec la collectivité, avec la SEM et puis le bailleur. Et puis pour arriver à un projet qui génère 300 000 euros d'économie sur un peu moins de 2 millions de VRD par un autre choix de gestion de l'eau. Donc voilà, je pourrais redétailler si besoin. En tout cas, on va avoir on organise le 1er mars un webinaire dédié au coût. On va expliquer un peu les économies réellement générées par cette différence, cette autre gestion de l'eau. Donc vous pourrez y participer si vous le souhaitez. On a fait également des approches à l'échelle du bassin versant. Voici l'exemple d'une commune qui s'appelle Vincey dans les Vosges. Alors là, on avait une entrée un peu différente. C'est une commune qui devait construire un bassin d'orage, c'est-à-dire des bassins béton pour gérer ses eaux de pluie. Donc elle avait le choix entre mettre en place un bassin à 1,6 million, c'était une obligation réglementaire, ou d'avoir une approche préventive. Donc, l'agence de l'eau a proposé de retravailler complètement l'approche et en coordination avec les services de la DDT localement, on a pu proposer une autre solution en l'étudiant et en travaillant avec des bureaux d'études spécialisés sur une étude du potentiel de déconnexion de l'agglomération, en regardant les secteurs qui étaient plus ou moins faciles ou difficiles à déconnecter. Et on a pu intégrer finalement dans le plan d'action, plutôt qu'une construction directe d'un ouvrage béton, reporter cette opération et la diminuer à son maximum en priorisant et en mettant en place des actions de déraccordement dans la commune. Et ces actions sont ce programme modifié finalement global. On arrive à 45% d'économie, donc 45% d'économie juste sur la partie investissement sur le programme. Donc cette commune a économisé 700-800 000 euros d'économie sur son opération par rapport à le projet initial en créant du cadre de vie. Voilà. Ce type d'approche, on les décline aussi à l'échelle de patrimoine bâti de bailleurs. Voilà, donc j'en ai fini pour ma partie. Je crois que je suis au bout de mes 20 minutes. Oui, merci beaucoup Nicolas. C'est très intéressant que vous ayez évoqué l'aspect économique parce que souvent c'est un frein qu'on entend sur les opérations d'urbanisme durable. Donc en fait, c'est important que vous ayez pu donner une illustration très concrète sur les économies, à la fois dans l'investissement et après dans la maintenance. Donc de l'importance de gérer l'eau là où elle tombe. Donc, il y a différentes. Est-ce qu'il y a des questions on peut prendre on a un temps de questions-réponses, mais il y a déjà dans le chat différentes questions. Et alors, il y a une question de Marie-Christine sur l'ouvrage de la gestion de l'eau. Est-ce qu'il est disponible sur le site de l'agence de l'eau? Si vous faites référence à la foire aux questions, oui, elle est disponible. Je mettrai le lien. Oui, merci Nicolas, parce que j'étais rapidement sur le site de l'agence et bon, peut-être pas très rapidement parce que j'étais attentive à ce que vous disiez, mais effectivement, l'ouvrage me paraît intéressant pour avoir quelques pistes de réflexion à donner aux élus lorsque nous les accompagnons, notamment dans leurs documents d'urbanisme, parce que ce sont des sujets que les Scott évoquent beaucoup, et c'est vrai que si on a quelques petites pistes, ça peut effectivement encourager les élus dans leurs projets d'urbanisme. Alors, en matière d'urbanisme, il y a un document partagé Agence de l'eau de Réal qui s'appelle Compatibilité des documents d'urbanisme avec les SDAG et PGRI, où il y a des éléments concernant purement l'aspect planification d'urbanisme, qui va être d'ailleurs relancé et mis à jour cette année. Là, c'est une foire aux questions très technique. Qui permet, en tout cas qui est accessible à tout le monde, mais qui permet vraiment de répondre à des questions très concrètes. Parce que quand vous allez refaire un projet opérationnel, on va souvent vous sortir toute une série de freins
dire voilà, ceux que j'ai cités tout à l'heure. Et donc, ça répond un peu à tout ça. À l'échelle d'un SCOT, d'un PLU, ce qui est important, c'est d'avoir des principes un peu forts sur le fait qu'on ne va pas créer, on va par exemple ne pas créer d'ouvrage avec des réseaux. On va par exemple travailler en zéro rejet. On va travailler en favorisant des solutions ou en imposant l'étude d'une solution végétalisée surfacique. Ça, ce sont des choses assez fortes qu'on peut mettre dans le règlement pluvial, mettre en place un zonage pluvial qui passerait à la même enquête publique de PLU et qui pourra donner des levées supplémentaires. S'il est bien fait, s'il est concret, et si on en sort des règles comme l'abattement volumique en millimètres, qui sont très compréhensibles par les gens, y compris des particuliers, hein, des choses simples. Et puis, à l'échelle Scott, rester vraiment sur ces grands principes. Voilà. Donc, il y a deux façons de voir les choses. Je pense qu'il y a des choses à il y a des choses à écrire dans les documents d'urbanisme, et puis il y a des points techniques à lever au niveau de l'urbanisme opérationnel. Mais effectivement, c'est sur ces deux volets qu'il faut travailler. Pour trouver le document, le lien il sera dans la présentation. Mais si vous tapez sur votre moteur de recherche Agence de l'eau rameuse, foire aux questions, ou Agence de l'eau rameuse, eau dans la ville, foire aux questions, vous trouverez tout de suite ce lien. En tout cas, on vous le remettra, mais voilà. N'hésitez pas à y aller. Puis, voilà. Et je précise aussi que si vous avez des projets d'aménagement, n'hésitez pas à solliciter votre contact à l'agence de l'eau. Il y a une direction qui s'appelle D2AT, l'agence de l'eau, la direction des aides et de l'action des territoires. Et donc, vous avez dans chacun de vos secteurs, que ce soit pour des projets de collectivité ou des projets privés, des contacts à l'agence de l'eau. Et donc, vous avez un interlocuteur qui pourra recevoir votre dossier et vous dire s'il est éligible à des aides, si on peut éventuellement l'appuyer, l'accompagner techniquement. Donc, voilà. On prend une ou deux questions. Nathalie Larche, votre question est assez longue. Est-ce que vous pouvez l'exprimer oralement? Ouvrir votre micro. Oui, bonsoir. En fait, c'est parce que je sais que dans la Haute-Marne et dans le secteur de la Haute-Marne des Vosges, frontalière de pays d'origine, il y a des bassins de rétention énormes qui sont prévus. Ma famille m'en parle depuis quelque temps. C'est parce que le Mouzon, qui est un affluent de la Meuse, évidemment, voilà, c'est une zone, ça s'appelle le bassin de... C'est dans le Bassigny à peu près, un peu en amont, vers Neufchâteau. Et il y a des grandes zones, il y a des réservoirs apparemment, donc des inondations de fermes, etc., pour faire des réservoirs, parce que le Mouzon, quand il y a de fortes pluies, inonde. Mais je dirais que si tout le travail est fait en amont dans toutes les communes environnantes, notamment la mienne, de ma famille d'origine, dont je ne vous donnerai pas le nom, mais voilà, ça me semblerait intéressant, votre démarche, pour éviter ces bassins qui vont inonder des fermes et puis complètement changer des paysages. Parce qu'un bassin comme ça, des zones inondables avec des fermes qui disparaissent, c'est quand même un peu contradictoire avec la démarche que vous exprimez et que je trouve excellente. Alors, il faut bien distinguer deux choses. Il y a la question du ruissellement. En fait, on peut gérer, quand on est dans des espaces urbains à 100%, c'est-à-dire la ville qui s'inonde par elle-même finalement, effectivement, on peut gérer l'eau, on peut régler des problèmes d'inondation en ville par la gestion intégrée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va être sur des abattements plus importants. Il faut qu'on arrive à gérer à la source plusieurs dizaines de millimètres et pas plusieurs millimètres. Voilà, parce qu'en gros, je rappelle que parce qu'on est allé un peu en résumé aujourd'hui, mais ce qu'on appelle les pluies courantes sur la région Grand Est, c'est des pluies de 10 mm. C'est-à-dire qu'une pluie d'1 centimètre par jour, si vous la gérez, vous évitez en général la construction de bassins d'orage coûteux, de bassins d'orage qui sont là pour protéger le milieu naturel. Et vous gérez 80%, vous évitez que 80% des volumes annuels finissent au cours d'eau en station d'épuration directement. Donc, on parle bien de pluies courantes. Donc, la priorité, c'est de gérer ces petites pluies pour l'aspect pollution, l'aspect alimentation en eau de nos nappes, de nos cours d'eau, mais également l'aspect végétalisation de la ville. Et par contre, quand on parle d'inondation, il faut être en dizaines de millimètres d'abattement. 30, 40, 50, 60 ou plus millimètres d'abattement. Donc, c'est une approche un peu différente, qui est tout à fait déclinable. Il y a des villes qui l'ont faite en France. Lyon, par exemple, c'est 55 mm, 70 mm certains secteurs. Voilà. Et, par contre, quand on est en milieu rural, si vous avez un bassin versant de 200 hectares sur un banc communal, vous avez peut-être 2 ou 3 hectares qui sont sur la commune. Donc, on comprend bien que la commune fera ce qu'elle peut pour gérer l'eau,
mais elle est responsable de 1 ou 2% de la surface de collecte de l'eau. Et donc, ça va se passer sur le grand bassin versant. Alors, il y a des solutions pour retenir les coulées d'eau boueuse, il y a des solutions d'hydraulique douce, des solutions effectivement de bassins, ou en tout cas, mais ce n'est pas des bassins en dur, c'est des bassins en général, c'est des remodelages de terrain, ce sont des digues ou ce sont des ralentissements. Et effectivement, on inonde des zones pour en fait redonner au cours d'eau sa zone de divagabilité d'origine. En tout cas, ça lui redonner une capacité à stocker l'eau et pas l'envoyer le plus vite possible vers l'aval. Et ça, c'est un peu différent. Aujourd'hui, on parle de villes résilientes, de villes perméables aussi, donc d'une ville qui est à la fois capable d'infiltrer et de gérer l'eau à la source, de réutiliser l'eau au maximum, mais aussi d'être résiliente en s'adaptant à des événements climatiques extrêmes. Pour des événements exceptionnels, ce qu'il faut, c'est qu'à ce moment-là, c'est que les... Il y a un micro qui est ouvert, je crois. Ce qu'il faut, c'est que du coup, les bâtiments, après, ou que les équipements et les biens soient en sécurité le jour, une fois tous les 100 ans, par exemple, où on aura un événement violent. Et donc, à ce moment-là, on va adapter les bâtiments pour adapter la ville à ces événements extrêmes. Donc, l'idée, c'est de, encore une fois, gérer les pluies courantes, et pour des événements rares ou forts, qu'on ne peut pas gérer dans le cadre de l'opération, parce que par exemple, on est sur des axes d'écoulement ou peut-être dans un lit majeur de cours d'eau. À ce moment-là, on travaille autrement. Donc, ce n'est pas incompatible et ce n'est pas incompatible avec la gestion intégrée. La gestion intégrée ne pourra pas forcément régler ce type de problème. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf que dans toutes ces campagnes où les villages sont assez étalés, où il y a des exploitations agricoles, vous voyez, qui sont aussi hors des villages, avec cette région, elle est vallonnée aussi, donc effectivement, le cours d'eau, il est en bas. Connaissant cette région depuis 60 ans, c'est vrai que je suis assez déçue qu'on soit arrivé à un bassin d'orage qui va inonder une partie d'une zone, enfin, qui va être telle que, enfin, c'est considéré comme ça, donc quasiment non exploitable, puisque je pense qu'il y aura des... Je ne connais pas le dossier, hein, donc je ne vais pas m'en mêler, mais... Et voilà, je ne connais pas non plus le dossier, donc je pense que voilà. si peut-être... Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que, oui. d'après ce que j'ai bien compris, je trouve que vos solutions en urbain devraient être totalement mises en place aussi dans le milieu rural, parce que dans le milieu rural, la Haute-Marne, c'est des villages de 100, 150 habitants, enfin bref, il y a plein de petits villages dans les Vosges aussi. L'eau, elle va dans l'assainissement parce qu'on a demandé il y a 20 ans de raccorder les eaux pluviales dans l'assainissement, etc. Séparatif ou pas, je n'en sais rien. Surtout, souvent pas. Donc voilà, mais ce n'est pas le sujet de ce soir et je vous remercie de... Voilà. Oui, je pense que ça vaut... Moi non plus, je ne connais pas le dossier, mais en tout cas, c'est la notion de gestion intégrée, finalement, on l'utilise en milieu urbain, sur les projets de ville, mais elle s'applique aussi finalement sur le bassin versant rural, quand on parle d'hydraulique douce, de ralentissement de crues, de gestion dynamique des cours d'eau. Ça, c'est quelque chose aussi que les agences de l'eau accompagnent. Donc logiquement, sur un dossier, sur celui que vous citez, il y a dû avoir ce type d'études, ce type d'approche. Donc je ne sais pas si vous êtes sur le bassin RMC ou Rhin-Meuse, mais en tout cas, rapprochez-vous peut-être de l'agence de l'eau, mais je pense qu'il y a eu une approche, en principe, c'est fait de manière concertée, ce genre de choses. Voilà. Et puis juste sur l'aspect... je suis désolée, il va falloir qu'on... Ouais. La question du paysage qui va m'interpeller. Un petit point de sémantique, juste un point de sémantique, ne mélangeons pas les bassins d'orage et les bassins de rétention. Voilà. Oui, bon, point du paysage, d'inonder et de détruire des fermes, enfin, qui vont ne plus être en activité ou autre, ça me peine. Ouais, oui, sans doute, mais on ne connaît pas le dossier, effectivement. Je vous propose de reprendre contact tous les deux, si c'est possible, parce que là, on risque de prendre du retard sur notre timing. Je suis désolée, mais malgré l'intérêt de ce sujet. Je vais passer la parole à Anthony, qui va nous parler justement de Joinville et de toutes les opérations qui ont été faites pour rénover cette jolie ville historique. Oui, alors, du coup, je vais partager mon écran, c'est ça? Alors, je vais faire ça, partager. C'est bon, tout le monde voit? C'est en train de charger. C'est bon. Tout le monde voit. Donc, alors, on a aussi en PPRI, nous, mais effectivement, je ne vais pas beaucoup vous parler de l'eau, excusez-moi. Alors, les problématiques de développement durable, je recadre juste tout au début pour qu'évidemment, on se dit, mais revitalisation centre-bourg, développement durable. Eh bien oui, on en est au cœur, parce que si on avait travaillé sur le bâti existant depuis une quarantaine d'années, dans pas mal d'endroits en tout cas, on n'aurait pas eu besoin de tant étaler, même si le débat est bien plus complexe que ça. Je voulais juste rappeler que les quartiers anciens sont donc les vrais quartiers durables au départ par essence, parce que ce n'est pas des grandes nappes de béton habillées
de verre, mais ce sont souvent effectivement des vrais quartiers où il y a de la mixité sociale, il y a de la mixité fonctionnelle, il y a des circuits courts, il y a des matériaux durables dans tous ces bâtiments. Bref, il y a plein de raisons qui font qu'à la base, ce sont déjà des quartiers durables. Donc, si on s'en occupe bien, correctement aussi, et en les comprenant comme ils sont faits, tout en les faisant évoluer, mais sans les traumatiser, je pense qu'on fait une vraie action de développement durable. Je tenais à le redire parce que je pense que c'est quelque chose de très important en introduction. Donc, notre petite ville de Joinville, on vient de parler de la Haute-Marne et de ces petits villages. Alors, du coup, on va rester en Haute-Marne. Pour vous donner un petit peu une idée, donc nous, on est entre Saint-Dizier et Chaumont, et avec nos 3000 habitants et nos 5000 d'agglomération, on se retrouve 4e ou 5e suivant les classements d'agglomération du département. Donc voilà, on n'est pas dans un département très peuplé, mais du coup, à peu d'habitants, notre fonction de centralité reste structurante pour tout le territoire, ce qui fait qu'on va avoir tous les équipements de type lycée, gendarmerie, local et j'en passe. Alors nous, comme pas mal de territoires du Grand Est, c'est contrasté le Grand Est, mais il y a quand même pas mal de territoires qui vivent un peu ce qu'on a vécu, c'est-à-dire depuis 30, presque 40 ans, une décroissance régulière qui cumule plusieurs phénomènes. La désindustrialisation, bien sûr, parce que l'industrie n'était pas cantonnée qu'aux grands bassins peuplés, il y avait une industrie importante dans les milieux ruraux, comme la nôtre, donc c'est la fonte d'art qui est bien connue dans le Nord-Haute-Marne, mais il n'y avait pas que ça, il y avait plein d'autres activités industrielles. Tout ça couplé effectivement avec une certaine dévitalisation des zones rurales au profit de certaines grandes métropoles. Voilà, donc en gros, s'il faut réussir, il faut être dans une zone entre héliotropisme, grande métropole ou territoire d'économie du net. On est très loin de tout ça, on coche dans à peu près aucune case. Donc voilà, ça fait 40 ans que le modèle tel qu'il est d'aménagement, de déménagement, de mondialisation, on l'appelle comme on veut, eh bien, ne nous est pas forcément favorable. Donc on a plutôt subi, mais on n'a fait que subir, on n'a pas non plus essayé beaucoup de se battre, y compris pour inventer. Parfois, on s'est battu pour s'accrocher à quelque chose qui n'avait plus raison d'être. Donc, on a plutôt eu des chiffres assez inquiétants. Donc, voilà, vous voyez nos statistiques. C'est juste pour vous donner une petite fiche rapide, synthétique de notre territoire, parce que j'imagine, alors je ne connais pas l'ensemble des personnes qui regardent actuellement, mais j'imagine qu'il y en a aussi pas mal qui sont entre Vosges, Haute-Marne, Ardennes, Meuse, voilà, des territoires qui ont aussi des difficultés et qui peuvent du coup se retrouver. Alors, l'idée aussi, c'est d'avoir toujours un petit peu, nous, nos statistiques en tête, des statistiques simples, efficaces, pour qu'on voit à peu près où on en est. On n'est pas non plus accroché à vivre avec uniquement ça, parce que sinon, on ferait une déprime et on ne ferait rien, puisque les premières actions n'ont pas d'impact en général sur les statistiques. Mais voilà, c'est important d'avoir cette situation de décroissance structurée depuis une quarantaine d'années, et donc un secteur immobilier détendu. C'est aussi important de le préciser. Alors, les choses évoluent beaucoup du côté de l'État et notamment des grandes politiques nationales de l'habitat, mais enfin, pendant longtemps, avoir des problèmes d'habitat, certes, on s'occupait du bâti parfois dégradé, mais en zone tendue plus facilement en disant, les problèmes d'habitat, c'est avant tout devoir se loger. Or, chez nous, le problème d'habitat, ce n'est pas forcément uniquement de devoir se loger. C'est aussi le problème d'avoir plein d'immeubles vides et pas forcément grand monde dedans. Voilà un petit peu en pré-introduction pour comprendre le secteur dans lequel nous sommes. Donc, un bourg en milieu rural qui subit une certaine décroissance et des difficultés importantes depuis une quarantaine d'années. Mais avant ces 40 ans de déclin, nous avons vécu 1000 années. Alors, 1000 années, pas forcément toutes en pleine euphorie, aussi des incendies, des guerres et tout ce que vous voulez, mais enfin, globalement, un passé relativement riche jusqu'à récemment, puisqu'il n'y a pas eu que le passé industriel, il y a le passé aristocratique, il y a plein de choses. Mais là encore, beaucoup de petites villes dans tout le Grand Est et ailleurs en France sont couvertes d'un bel héritage du passé. Mais cet héritage est parfois grise-mine, voire fortement grise-mine. Donc voilà, quand on se balade dans le centre historique, et malgré le travail mené depuis bientôt une dizaine d'années, évidemment, il y a encore beaucoup d'immeubles en situation de dégradation. Le travail, bien sûr, on va l'évoquer. Mais voilà, c'est ce paysage et un peu le résultat des statistiques qu'on vient de voir avant. Parce qu'en secteur immobilier détendu, on veut bien qu'il puisse y avoir quelques problèmes d'indivision ici ou là, mais si on en est à avoir beaucoup d'immeubles vides, c'est quand même qu'il y a un problème plus grave. Alors souvent, c'est multifactoriel et un problème en a entraîné un autre et son non-règlement en a cumulé plein d'autres. Mais voilà, un petit peu ce qu'on voit dans la ville. Mais comme vous le voyez, c'est à la fois beau en même temps. C'est potentiellement n'importe qui, la plupart des gens voient que c'est potentiellement de nouveau, ça pourrait être beau. Donc on n'a pas envie de laisser ça comme ça. Surtout pour le reste, eh bien, quand on fait l'inventaire de tout ce qu'on a dans notre cité, on se dit que oui, quand même, on a envie de la sauver. On va dire que tout serait peut-être
entre guillemets, moche, on se dirait, bon, bah, on met une rue balise autour, on rase et on n'en parle plus. Mais là, non, ça mérite vraiment d'être non seulement sauvegardé, conservé, mais ça mérite surtout de revivre parce que, quelque part, la beauté des lieux, c'est aussi du bonheur intérieur brut pour de potentiels habitants si on s'en occupe correctement. Voilà un petit peu aussi dans l'introduction. Donc, des grosses difficultés, mais en même temps un fort potentiel que vous retrouvez dans des tas de villes qui ont ces difficultés comparables, de Rambervillers à Saint-Miel, en passant par Montmédy et j'en passe. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on se met déjà à reprendre une petite frise dans le temps. La ville, eh bien, tétanisée par toutes ces difficultés économiques qui lui sont arrivées, n'a pas forcément longtemps beaucoup réagi et été très structurée. Alors que dès 1982, les statistiques montrent de vrais signes de faiblesse, et pas que démographiques, mais aussi économiques, sociales, etc., eh bien, la ville, pendant longtemps, n'avait pas forcément de grande action. Il y a eu des tentatives, il y a eu des réflexions, puis on n'était pas prêt, puis on ne sait pas, enfin voilà, c'est compliqué, ça coûte cher, est-ce qu'on va y arriver, mais est-ce qu'on ne va pas être réinspiré, enfin voilà. C'est un petit peu tout ça qui a fait aussi passer des trains et qu'on n'a pas forcément saisi. Voilà, et il n'y avait même pas de poste à Janvier, il n'y a pas eu un ancien plan d'occupation des sols, donc on n'avait rien, et c'est que dans les années 2000 que les choses se sont accélérées avec, en 2007, évidemment ça avait été réfléchi un petit peu avant, en 2007 déjà la mise en place d'un vrai PLU avec un volet patrimonial, il y avait déjà une conscience qu'il fallait faire quelque chose de plus qu'une simple réglementation de l'urbanisme. Et 2011, la décision de lancer aussi ce qu'on appelait à l'époque, alors je vais vous passer les acronymes parce qu'il y a eu beaucoup de changements, mais en gros, un site patrimonial remarquable aujourd'hui avec au moins une protection des extérieurs dans un premier temps, ce qui a été opposable en 2016. Et voilà, et tout s'est accéléré pour avoir le maximum d'outils de gestion de l'urbanisme déjà de manière réglementaire, au-delà même de ce qu'on va en faire ensuite, parce qu'il fallait déjà être outillé. Mais le réglementaire, ça ne suffit pas. Il faut de l'opérationnel, parce que quand on n'a pas d'opérationnel, eh bien, on peut ranger tous nos beaux documents qui imaginent l'avenir dans un placard, il ne se passera rien. Donc, il faut évidemment mettre en place après des opérations. L'idée, c'était de se dire, d'abord, par quoi on va travailler. Alors, les élus étaient un peu paniqués parce qu'il y avait eu la volonté de faire des diagnostics, de faire des documents. Et finalement, on se disait que c'était la catastrophe partout, quoi. L'économie, c'est compliqué, l'habitat est dans un état désastreux, le patrimoine qui est en fait l'habitat, le commerce, c'est un peu tout ça, parce que le patrimoine, c'est aussi l'enveloppe bâtie, évidemment pâtit de tout cela, sans parler du bâti public, la mobilité et tout ça, on n'y a évidemment pas pensé parce que c'était pas la priorité, mais à force que rien ne soit la priorité, on ne s'occupe plus de grand-chose et on est toujours à réparer uniquement les fissures dans le plafond plutôt qu'à un moment de reprendre une vraie restauration complète du plafond. Voilà, donc un peu perdu, si je puis dire, les élus ayant plein de bonne volonté mais ne sachant pas par quel bout s'y prendre puisque les problèmes étaient nombreux et multiples, eh bien, sont allés voir l'État en 2011-2012, pour faire simple, qui a mis en place un CLAP, un comité local d'accélération des politiques publiques. Vous n'êtes pas obligé de retenir ces acronymes qui changent, qui évoluent et qui s'adaptent, mais il y a plein d'autres dispositifs qui existent. Mais en gros, l'idée, c'était de réunir tous les partenaires autour d'une table et de dire, bon, écoute, c'est l'architecte des bâtiments de France, la gendarmerie, l'agence régionale de santé, l'éducation nationale, tous ces gens-là, ils n'ont peut-être pas l'air de se parler beaucoup, on a l'impression qu'ils n'ont pas grand-chose à se dire, mais en fait, ils travaillent tous sur la même ville et ils découvrent tous un morceau de la maladie, puisqu'on peut parler d'une ville malade. Moi, je parle même en plaisantant parfois d'expérience de mort imminente pour notre cité, puisqu'elle a quand même failli s'effondrer progressivement. Donc, finalement, tout le monde travaille sur un morceau de tout ça et la maladie ne peut pas être réduite et réglée d'un seul coup. Mais si tout le monde prend un morceau, chaque médicament va permettre d'avoir une thérapie progressive pour que la ville revive progressivement. Bon. L'idée, c'était de le décliner avec des thèmes majeurs. Ces thèmes majeurs sont assez simples. L'idée, ce n'est pas de faire du compliqué. L'idée, ce n'est pas de faire des atlas et des trucs à n'en plus finir. On veut toujours des outils simples, efficaces. Comment on fait, comment on applique, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas l'ingénierie. C'est déjà bien qu'il y ait un petit peu d'ingénierie qui a été mise en place dans la cité, mais on ne peut pas non plus s'étendre trop longtemps. Donc, il faut aussi de l'action, du concret. On a à la fois des mesures qui vont durer dans le temps et des mesures efficaces tout de suite, et les deux se conjuguent pour montrer et donner l'élan. Donc, l'habitat et le commerce, comme on va dire les deux piliers de la revitalisation du centre ancien, ça paraissait une évidence, tout simplement parce que le tissu bâti, c'est avant tout des maisons et des magasins dans un centre ancien. D'anciennes cellules parfois, peut-être que tout est à moitié vide, mais les logements sont parfois guère mieux habités. Mais voilà, c'est le tissu au départ, c'est ça. Donc, si on ne s'attaque pas
à l'habitat et commerce, on ne s'attaquera pas à la revitalisation de la ville. Tout ça, c'est du privé. Donc, ça veut dire qu'on a décidé de se lancer d'abord et en priorité à la conquête et à la reconquête du bâti privé, du bâti en déshérence, avec plein d'opérations différentes. Je ne vais pas les détailler, ce n'est pas l'objet ce soir. Je pense que l'idée, c'est la philosophie globale du projet et de savoir que des outils existent, mais entre des réhabilitations publiques qui donnent l'exemple, mais qui ne peuvent pas tout faire parce qu'on ne peut pas financer tous les bâtiments, mais quelques réhabilitations publiques exemplaires avec la mise en place et la mise en pratique des réglementations patrimoniales pour montrer aussi aux gens comment on peut bien restaurer des bâtiments, à prioriser dans des rues dont plus personne ne voulait, pour donner aussi l'envie et la réimpulsion dans ces rues, accompagné du coercitif avec des arrêtés divers et variés en fonction de s'il y a péril, s'il y a propriétaire connu, pas connu, de mauvaise volonté, du ravalement de façade, incitatif mais aussi obligatoire, et bien sûr les outils assez connus de l'Agence nationale de l'habitat. Au niveau de l'ANA, il y a quand même plein d'outils aussi qui existent. Nous avions décidé de faire une OPA-RU, une opération programmée d'amélioration de l'habitat dite de renouvellement urbain, avec donc ce volet aider les propriétaires de manière incitative, mais accompagné d'une opération de restauration immobilière, une ORI. Donc le coercitif, eux, ils ont le droit de réhabiliter, puis s'ils ne le font pas, ils peuvent être expropriés, pour faire simple. Donc voilà, des mesures assez lourdes pour une petite ville, ce n'est pas si simple à mettre en œuvre, mais ça nous paraissait indispensable. C'est ajouté là-dessus le permis de louer et d'autres outils. Donc voilà, l'habitat a vraiment une politique au cœur, parce que c'est très important, c'est le tissu bâti. J'irais même dire, après on a un volet, comme vous le voyez, une colonne patrimoine, mais quelque part, elle est à moitié remplie, parce que l'habitat, c'est aussi le volet patrimoine, on travaille avec les propriétaires privés, etc. Donc à chaque fois qu'on réhabilite des logements ou un immeuble ancien, de manière qualitative, on contribue à cela aussi. Le volet commerce, c'était très important aussi. Je ne vais pas tout vous détailler, mais en tout cas, on a toujours veillé à ce qu'on ait maintenant des subventions au commerce pour réhabiliter et qu'elles soient adaptées entre je veux tester un projet, mais je suis aussi un commerçant depuis 40 ans et j'ai envie de refaire ma devanture. Voilà, que chacun puisse avoir à un stade donné une aide dans le cœur de ville. Tout ça, évidemment, serait plus simple si on n'avait pas fait malheureusement des zones commerciales jusqu'au début des années 2000 en périphérie, qui nous coûtent cher aujourd'hui, puisqu'on sait bien qu'en zone tendue, c'est déjà n'importe quoi, qu'on fait même les grandes villes comme Metz ou autres, on ne commentera pas, mais dans des petites villes en secteur détendu, c'est évidemment encore pire comme effet, puisque vous avez déjà, ça se réduit, mais en plus, ça sort. Donc, il y a vraiment des grosses difficultés après à reprendre les choses en main. On y arrive, mais vraiment très doucement, très progressivement, et avec une tentative de contrôle qui n'est pas toujours aisée de ce qui a été pondu en périphérie autrefois et qui existe malheureusement. Bon. Là encore, ça mériterait de longs débats, le commerce aussi, dans le cadre de la ville durable, parce que je pense que c'est un enjeu de la ville durable de demain, mais c'est aussi un des thèmes les plus versatiles qui évolue très vite dans les comportements aussi, et qui n'est pas toujours facile à saisir et à mettre en œuvre. Mais enfin, les grandes bêtises, on les a fait pendant 40 ans et on n'a pas toujours osé le dire, ou quand on le disait, on n'avait pas le droit de le dire. Donc maintenant, on ose le dire, on peut dire que c'était une bêtise, mais voilà, le mal est fait et il va falloir récupérer derrière et reconstruire. Donc voilà un petit peu ce volet commerce qui nous tient vraiment à cœur, puisque c'est voilà, les deux volets qui vont faire que le tissu bâti va reprendre progressivement vie, y compris en termes opérationnels. Il n'y a pas de miracle, il n'y a qu'en mettant et des règles et de l'argent. Il y a bien les deux, mais si on met juste des règles sans argent, ça ne marche pas. Si on met juste de l'argent sans règles, on en fait n'importe quoi. Donc il y a vraiment bien les deux qui sont nécessaires, et voilà, c'est aussi un choix. Et on ne fait pas de rond-point, on met l'argent dans l'aide au privé, il faut le justifier devant un conseil, il faut l'expliquer, mais les résultats au bout d'un moment et leur perception dans la rue font qu'on a une adhésion progressive aussi de l'ensemble des élus, des citoyens. Voilà, de côté, on va dire, nos arcs-boutants que sont patrimoine et équipements structurants et services publics. C'était important quand même pour nous de les faire figurer. Le patrimoine, parce que vu l'héritage de la ville, mais comme je le dis encore, c'est l'héritage de nombreuses villes, eh bien, on peut en faire un atout plutôt qu'un problème, puisque les gens parfois le voient comme un problème sans le comprendre. C'est en fait un atout. C'est ce qui nous a permis d'avoir un fil rouge conducteur, aussi bien sur la qualité, AVAP, PSMV, donc ça c'est l'AVAP, c'est le règlement actuel de notre patrimoine, et on est en train de travailler sur un plan de sauvegarde et une mise en valeur qui nous permettra, nous, peut-être de protéger nos intérieurs. Là, c'est peut-être un peu poussif, mais par rapport à nos enjeux, c'est nécessaire. Du label aussi, petite cité de caractère notamment, qui nous a permis, au-delà d'avoir une méthodologie de travail sur le bâti ancien, et même surtout parce que petite cité de caractère, quelque part, c'est depuis les années 70 en Bretagne, comment revitaliser des centres patrimoniaux de petite taille en zone un peu rurale au départ. Et donc, une méthodologie est là, connue depuis près de 50 ans maintenant.
Ça nous a beaucoup aidé, mais ça nous a aussi aidé à travailler avec la population. Parce que la population, quand vous leur dites, vous voyez d'ailleurs mon pauvre schéma là, une AVAP qui va devenir un PSMV, vous devez faire attention aux règles du PLU qui va devenir un PLUI, et profiter des aides de l'OPA, sinon vous aurez l'ORI avec l'ORAC possible. Voilà. Les gens ne comprennent rien, donc évidemment on est quand même là pour leur traduire. Mais quand vous dites, écoutez, arrêtez de faire n'importe quoi, on est quand même une petite cité de caractère. Voilà, c'est aussi une manière de verbaliser les choses de manière assez simple et efficace avec la population et de redonner un peu de fierté à des habitants qui parfois l'ont perdue, mais il ne faut pas gratter parfois beaucoup pour la retrouver. La restauration des monuments publics, parce qu'il ne suffit pas de dire aux gens, vous avez intérêt à ravaler votre façade ou à réhabiliter votre logement, sinon on ne s'occupe pas de notre propre bâti. Et puis un inventaire du patrimoine, parce que la connaissance pour réhabiliter, c'est mieux. Donc on a aussi ce partenariat avec la région Grand Est qui nous permet de bien approfondir. De l'autre côté, l'autre, on va dire, été de notre système Habitat Commerce, c'est les équipements structurant les espaces publics. On les met volontairement sur le côté, non pas parce qu'ils ne sont pas importants, mais parce que le 3/4 des collectivités commencent par les espaces publics, ne comprenant pas que le bâti privé ne décolle pas après, alors que nous, on pense vraiment qu'il faut d'abord sauver le bâti privé, le relancer, et les espaces publics, quand on peut, on s'en occupe progressivement, et du coup, ça nous laisse le temps de réfléchir et d'avoir une vraie charte d'aménagement qui est intégrée au bâti et pas des lampes rouges de tous les côtés et avec des bleus dans la rue voisine, et c'était un peu moche, puis très moche, et quand c'est vieux, on peut tout enlever, mais vraiment une vision durable de l'aménagement, justement, y compris que peut-être rendre les choses un peu plus perméables, savoir reposer du pavé. Voilà, tout ça n'est pas parfait, mais nous y travaillons en complémentarité. Les équipements structurants, c'est pareil, et même quand on n'a plus la main sur tous, du collège en passant par la maison de santé, si on peut éviter que ça n'aille entièrement manger toujours du neuf en périphérie, et si ça peut même ramener du flux en centre-ville, eh bien, à l'heure où beaucoup de villes ont en grande erreur continué de sortir leurs hôpitaux de leur centre-ville, on a fait en sorte évidemment de garder la maison médicale en cœur de ville, égale du flux en plus pour aller à la maison médicale, qui va peut-être acheter des fleurs, qui va peut-être acheter du boulanger, ce qui fait du flux pour les commerces voisins, etc. Donc ça, c'était vraiment très très important pour nous de batailler aussi avec nos partenaires qui parfois pourraient décider sans notre accord en disant voilà, nous non, ça ne nous arrange pas, on la met entre le Super U et le bricomarché, la maison médicale, comme ça tout le monde peut se garer facilement. Eh bien, on aura juste contribué à ce qu'il y ait encore plus de problèmes dans le cœur de ville. Donc vous voyez, il faut toujours tenir le discours, et ce qui est important, c'est certes la transversalité, mais aussi la cohérence de l'action et de l'explication. Bon, je vous passe les détails, mais tout ça, c'est important parce que vous voyez, devant vous, vous avez notre petit logiciel du quotidien, vous l'appelez comme vous voulez, le tableau de bord, l'arsenal, si on est un peu plus en guerre parfois avec certains propriétaires. Mais voilà, il faut qu'on ait tous les outils pour pouvoir travailler au bon moment. On n'appuie pas sur tous les boutons d'un coup, mais quand même, on en utilise souvent plusieurs en même temps. C'est vraiment très, très important. Être outillé, pouvoir dégainer, si je puis dire, dès qu'il y a besoin. On ne fait pas tout le temps, mais parce qu'il y a des coûts aussi par opération, mais il faut vraiment montrer que la force publique est là, que la ville n'est pas abandonnée, parce que c'est aussi parfois un peu le discours pour ne pas avoir les gens ou la croyance, parfois vérifié autrefois, mais voilà. Du coup, on était prêt dès 2015 pour entrer dans le dispositif AMI Revitalisation des centres-bourgs et de fait, après 6 années dans ce dispositif, nous venons d'intégrer le dispositif Petite Ville de demain, mais il y en a pour tous et à toutes les tailles, donc voilà. Pour nous, c'est important, c'est notre action durable, cette revitalisation. Alors, elle concerne bien évidemment le centre historique parce qu'il y a tout ce volet patrimonial, mais on considère aussi la ville dans son ensemble, y compris avec des quartiers qui ont poussé dans les années 60-70, que nous requalifions in situ aussi le plus possible, étape par étape, quitte d'ailleurs à transvaser une partie des effectifs en enlevant parfois certains immeubles, en mettant des choses parfois un peu moins denses et en incitant le bailleur avec des opérations co-construites à aller dans le centre-ville, pas pour qu'il y en ait partout, mais pour qu'il y en ait un peu, parce que souvent, on entendait, même chez nous, ah là là, le logement social, c'est ce qui a paupérisé le centre-ville. Bon, on avait regardé 450 logements, 12 au centre-ville. Donc non, manifestement, ce n'était pas ça le problème. Mais justement, on peut en faire un partenaire qui travaille sur de la qualité, y compris architecturale. Pour ça, il faut aussi l'accompagner, le bailleur, il faut le rassurer, il faut lui trouver un contexte favorable à ce qu'il puisse aller vers nos exigences. Voilà un petit peu notre logiciel, notre fonctionnement, notre état d'esprit. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir comment on opère. Alors, on avait aussi, donc dans le cadre du travail avec les petites cités de caractère, on travaille avec un guide des élus qui permet aussi que tout le monde comprenne bien et se saisisse de ce qu'on fait. Mais je voulais aussi dire qu'on a souvent, même dans nos petites villes, des services. Et finalement, si on mêle tous nos collègues, même de nos propres services, au-delà des élus, pour qu'ils comprennent ce qu'on est en train de faire en termes de revitalisation et pourquoi c'est important et pourquoi c'est une action durable, et qu'on les emmène de temps en temps sur une visite de chantier, eh bien, ils vont beaucoup mieux s'acculturer.
aussi, mais c'est pour montrer comment on fonctionne. Donc, on a bien une cellule revitalisation, mais on a aussi un dialogue permanent et intégré au fonctionnement de la ville. Ce qu'on voulait surtout pas être, c'était une petite cellule à part en direct uniquement avec le maire. J'ai pas dit qu'il fallait pas que ce soit fait, mais si on est en direct qu'avec un élu, on est vu comme pas forcément un rouage. Moi, je pense qu'on fait partie du fonctionnement même de la ville. Et on mobilise aussi nos services techniques parfois pour faire des petites choses. Dans le cadre de la revitalisation, c'est important. Nos services parfois peuvent améliorer, ne serait-ce qu'en repeignant ou autre. Donc voilà, on les a un peu mis dans la balance. Et on mobilise durable, c'est celle où les citoyens ont une conscience collective d'être. Et finalement, le patrimoine, c'est un beau prétexte pour apprendre à faire de la peinture, des badigeons, des enduits à la chaux. On montre aux passants même les bons matériaux, on s'arrête et on leur explique, et ça permet d'amener autrement le sujet et en même temps d'avoir progressivement une équipe de, on va dire, les fans du projet de revitalisation, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, en tout cas des gens qui mettent la main à la pâte. Et pendant ces temps-là, on a aussi des moments d'explication pour qu'ils comprennent ce qu'on fait, parfois lever des bêtises, hein, parce qu'il y a des rumeurs qui peuvent circuler, ils savent qu'on est de la ville, on anime le chantier, ils nous posent aussi toutes ces questions. C'est une façon assez intéressante que nous, on a trouvé qui était parfois plus efficace que des réunions publiques. Évidemment, il faut les faire aussi, ce n'est pas toujours justement le même public. Et puis, je voulais quand même vous montrer ce qu'on fabrique. Parce que, bon, voilà, quelques exemples. Attention, hein, si vous venez à Janville, vous voyez, il y a plein de travail. Là, je vous montre le beau, tout ce qu'on a bien restauré. C'est évidemment une part seulement du bâti. Il y en a encore bien plus de la moitié qui est dans un état nécessitant restauration. Donc, mixte entre public et privé. Je voulais aussi parler de l'effet échafaudage parce qu'il y a, quand le chantier est livré, c'est plus beau, mais il y a pendant le chantier. Comment on fait en sorte que les gens passent de « oh là là, c'est embêtant, on circule mal, il y a des travaux » à « on va changer nos habitudes parce que finalement, c'est super, il y a des travaux ». Eh bien, on se rend compte que progressivement, les gens emmènent même leur famille ou leurs amis quand ils sont au week-end pour aller voir les travaux. Quand ça fait 30 à 40 ans qu'il n'y a pas eu beaucoup d'échafaudage dans la ville et que parfois même le résultat n'était pas très heureux, on est content de voir des belles opérations. Donc, on en profite pour les montrer. Donc des résultats perceptibles, on montre des avant-après, on a travaillé avec le bailleur public par exemple, là évidemment on travaille sur une demeure peut-être un peu plus remarquable, mais c'est l'occasion aussi de travailler avec les propriétaires de monuments privés. On en profite pour faire des opérations messages, hein. On avait des problèmes de décrépissage intensif, alors au lieu de venir tout de suite leur hurler dessus, eh bien on leur montre un exemple de voilà pourquoi là il y avait un enduit, pourquoi là il n'y en avait pas, et regardez le résultat, on arrive à mieux lire la façade qui était un hôtel 18e. La révélation de certains pans de bois, voilà, c'était aussi des choses avec lesquelles on s'est amusé. Vous voyez, les avant-après sont éloquents. Je pense que c'est aussi une manière qui a permis de mieux convaincre nos élus. On va dire qu'au début, il y avait un petit groupe, souvent le maire, quelques adjoints, qui arrivent quand même à emporter la majorité sur notre grosse réserve d'aide au privé. Et puis finalement, c'est ces opérations-là qui transforment peu à peu la rue. On se rend compte que oui, on aide un privé, mais c'est nous qui allons en profiter au quotidien. On a des bouts de rue qui se transforment progressivement et ça a énormément aidé. Alors, on a parlé de végétalisation, je crois, dans la présentation précédente. On n'en est pas à faire des choses parfaites partout, mais on commence et on a essayé justement d'inciter les propriétaires aussi à insérer le végétal, à le retrouver, hein, parce que finalement, on se rend compte que sur les vieilles photos, il peut y avoir des poiriers, des herbes. Tout le monde n'est pas traumatisé dès que 2 herbes poussent entre 2 cailloux, là. On en est encore parfois là, mais progressivement, ça vient, malgré le regard parfois éberlué des voisins qui s'étonnent de pourquoi on casse du goudron pour mettre des plantes, mais voilà, ça permet de montrer les choses. Alors parfois, des demeures remarquables qui se révèlent, c'est bien aussi, on travaille avec eux aussi pour qu'ils ouvrent dans certains jours. Durant les travaux, voilà, toujours montrer la transformation, y compris les visites de chantier qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec une petite maison qui n'avait pour eux pas d'allure, comment sous des tôles et de la ferraille, on peut révéler une jolie façade qui a du caractère. Comment un bâtiment qui semble pas très heureux, un héritage du début des années 60, on va décrier une architecture qui certes n'est pas toujours la plus brillante, mais là finalement ce bâtiment était plutôt bien dessiné. On s'est dit tiens, peut-être qu'avec un petit ravalement, on va le révéler à la population et montrer qu'il peut tenir son angle. Voilà, là, comment on insère du logement social de qualité dans un cadavre d'immeuble qui n'avait même plus de niveau à l'intérieur, etc., etc. Voilà, même des petits éléments du patrimoine vernaculaire. La couleur aussi, comment on retrouve la couleur. On peut sortir du blanc, gris, anthracite et faux bois, qui est à peu près 3 calamités qui nous guettent souvent dans nos communes. Donc, on a réintroduit la couleur, expliquant que oui, les couleurs, on peut, pas n'importe comment, mais on peut, et on travaille avec les Bâtiments de France pour cela.
les premiers résultats de ravalements obligatoires avec quelques récalcitrants. Voilà, toujours la mise en couleur. C'est juste pour que vous voyez un petit peu. Et c'est ce florilège additionné d'année en année d'exemples qui profite par exemple d'une grosse réhabilitation publique. Alors là, on a eu la chance d'être retenu par la mission Stéphane Bern, mais il y a plein de façons de le faire et de profiter d'un exemple pour travailler de comment on utilise les archives, bien restaurer, essayer de trouver la bonne restauration, comment on va montrer aux gens ce qu'on est en train de faire. On fait des visites de chantier. Bon, avec la Covid, c'était un peu complexe, mais on arrive toujours à faire des choses. On travaille avec une tuilerie artisanale. Quand les tuiles arrivent, on les montre aux gens. Voilà, c'est pareil, c'est plein de choses à faire. Et voilà un petit peu plein d'exemples qui font que petit à petit, la ville change. On travaille aussi sur la récupération des matériaux anciens. Je pense que c'est un thème qui est vraiment intéressant. Nous, on n'a pas tout exploré ça d'un coup. Là, c'est 9 ans de travail que je vous montre. Et maintenant, on est à peu près mûr et on espère, pour cette année ou l'année prochaine, développer notre première ressourcerie des matériaux anciens traditionnels du secteur qui sont parfois jetés, alors que des tuiles de Rennell, qui sont chez nous la tuile traditionnelle autrefois, assez claire, peuvent être souvent très très bien réutilisées car très dures et très solides et avec un rendu incomparable, même avec le retour de tuiles Canal actuelles. Donner envie, savoir aider les gens à se projeter. Il manque quelque chose, on se rend compte qu'ils n'arrivent pas toujours à lire correctement les choses et au lieu de les blâmer, on ferait mieux de les accompagner. Donc on essaye, nous, de faire des petits montages, même avec des faibles moyens, pour les aider à se projeter avec les gens. On le fait aussi avec les élus. Donc là, on n'y est pas encore. C'est des projections. Si vous venez nous voir, ce reste pas gagné. Mais demain, grâce aux projections, on arrive à convaincre d'enlever toutes les voitures devant l'église. Ça va être quelque chose de très complexe à mettre en œuvre. On a déjà fait des tests. On a des chantiers qui vont nous y aider. Et puis, on espère à terme, d'ici 5 ans, arriver à ça. Voilà. Et tout ce bilan nous permet aussi d'arriver progressivement. Donc, je vous ai parlé des matériaux traditionnels, de la récupération, qui est pour un jeu durable des centres anciens, mais pas que, la récupération tout court. Je pense qu'on va profiter enfin de nos problèmes, c'est-à-dire que d'avoir eu des difficultés financières, d'avoir eu plein de choses, déjà notre bâti finalement, bon, il n'a pas été rénové justement, mais il est plutôt encore pur et plutôt lisible, il n'y a pas beaucoup de gros correctifs à faire, on n'a pas tout cassé. Et puis de l'autre côté, finalement, d'avoir eu des difficultés financières nous a obligés à réfléchir autrement, comment on peut récupérer, réutiliser, bien optimiser. Et on est plus mûr aujourd'hui pour aller encore plus loin avec cette ressourcerie. Et on est aussi plus mûr aujourd'hui pour envisager notre fameuse trame verte et bleue. Je l'ai appelée comme ça parce qu'on me l'a demandé dans le cadre de cette présentation. Nous, on l'appelle parfois plutôt la boucle verte et le fil bleu, mais qu'importe, c'est chez nous. On s'est dit, tiens, il y a des parcs, il y a des choses dans la ville, privées, publiques, parfois privées ouvertes au public. Tout ça crée quelque part un vrai lien potentiel. On nous a très souvent répondu au début, mais on est dans Haute-Marne, il y a des forêts partout, qu'est-ce que vous nous embêtez avec de la verdure dans la ville? C'est bon, on n'en a pas besoin, en plus c'est de l'entretien, vous connaissez tout ça. Et heureusement, l'interdiction des produits phytosanitaires oblige à réfléchir, qui fait que même les services techniques se rendent compte que finalement, il vaut mieux avoir une bande végétale en pied d'immeuble, avec une petite anarchie qui fait qu'on ne voit pas s'il y a 3 mauvaises herbes dedans, parce qu'il y a plein d'autres fleurs, plutôt que finalement de devoir couper, retirer, traiter ça tout le temps. Donc, on continue de travailler sur ce sujet. Et là, les sujets vont être nombreux dans les années à venir. Je vous montre vite fait, mais ce n'est pas forcément en soi très éloquent quand on ne connaît pas la ville. Mais voilà, entre différents parcs, alors il y a un parc officiel, celui du château du Grand Jardin, 2 parcs publics dans le centre-ville qui sont aussi très jolis, dont un assez récent quand même. Chacun a une identité, l'un joue avec l'eau, l'autre joue avec la symétrie. Et puis, on a aussi cette colline un peu végétative qu'on est en train d'aménager progressivement, qui est plutôt un belvédère à 80 mètres au-dessus de la cité, qui va nous permettre d'offrir encore une autre sensation de parc, et tout ça relié progressivement avec, on l'espère, toujours plus de verdure au pied des murs. On est aussi en train de travailler une végétalisation du cimetière. Et là, c'est pareil, il faut beaucoup de pédagogie avec la population, et le zéro phyto nous y oblige, et je trouve que parfois, ces fameuses obligations nous servent en fait techniquement pour dire mais de toute façon on n'a plus le choix, donc il faut réinventer autrement. Et c'est l'occasion d'avoir du beau, puisque de toute façon il faut trouver d'autres manières de faire. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je ne regarde pas la montre quand je parle de notre cité et de ses projets, parce qu'on finit par s'attacher beaucoup à ce qu'on fait, et aussi bien au mur qu'aux gens, tout ça est un tout. Et voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, je ne sais pas si c'était clair, mais s'il y en a, n'hésitez pas. Parfait, Anthony, merci. Vous avez respecté le timing de façon très intuitive. Ouais. Donc, je ne sais pas si dans le chat il y a des questions, ou si quelqu'un veut prendre la parole, ouvre son micro. Oui, moi j'avais une petite question toute simple, Anthony. Bonjour. Bonjour. Voilà, j'ai trouvé très très intéressant le fait de faire participer les habitants au chantier. J'ai vraiment, je pense que il n'y a que ce moyen-là
pour montrer je dirais la valeur de ce patrimoine. Je voulais juste savoir, vous étiez peut-être obligé de mettre en place des systèmes de sécurité, d'assurance au cas où. Oui. C'est tout bête comme question, mais vous savez. Ah non, j'ai une directrice générale des services, donc je vous rassure, je me suis rappelé à l'ordre là-dessus. Non, en fait, déjà, ça dépend des publics. Il y a des publics, clairement, on fait que des choses au sol. Tous les scolaires et compagnie, on prend un pinceau et on fait des portes au sol, point barre, où on démonte des volets en hauteur, mais ils ne vont pas y toucher. Avec des adultes, c'est un peu plus simple. Et en fait, la mairie assure tout le monde. On prend un système d'échafaudage certifié avec une entreprise partenaire parce que parfois les propriétaires nous proposaient leur échafaudage ou l'échafaudage de leurs amis, mais on a vu ce que c'était et donc on a un petit peu cadré tout ça. On n'est jamais, à mon avis, dans la perfection juridique totale. Je ne sais pas ce qui se passerait, je ne souhaite pas qu'on ait un accident un jour pour tester, mais globalement, en tout cas, tout est déclaré avec notre base avec qui on s'était mis d'accord avant, donc on paye un peu, mais il y a ça, et on a des règles à respecter par rapport à l'utilisation d'échafaudage aux normes, etc. Et puis effectivement qu'avec les adultes, avec les enfants, de toute façon les enfants, on ne fait pas les mêmes, j'ai un grand respect pour les enfants, mais on ne fait pas exactement la même chose en termes de résultats et d'attendus. C'est plus une immersion qui leur fait plaisir d'ailleurs, mais on a travaillé effectivement avec ces publics-là aussi. Ouais. Je n'en doute pas que ça doit faire plaisir. Oui, le résultat, en fait, ce qui est intéressant, c'est de montrer ce qu'on dit souvent aux gens, si vous n'avez pas les moyens de tout refaire, la peinture sur les volets et les fenêtres, c'est quoi? 2 pots de fleurs et peut-être un petit coup de badigeon de chaux, parce que souvent ils ne savent même pas qu'on mettait des badigeons dans le temps, donc on voit comment on fait et ça coûte quasiment rien. On le fait même avec eux, même des personnes âgées par exemple, on sait très bien qu'eux ne peuvent plus monter dessus. On leur dit, vous voyez, avec très peu d'argent, on peut déjà donner un peu de clarté et de lumière à votre façade. Voilà, ça les... Parce qu'ils ont toujours peur, évidemment, parce qu'on voit aussi les chiffres de certains propriétaires qui se lancent dans des grosses restaurations. Et là, ils disent, mais moi, je n'ai pas des dizaines de milliers d'euros. Et ce n'est pas grave, tout le monde y va à son échelle. Et ça nous a permis de récupérer, je ne passe ce terme-là, mais d'avoir avec nous, vous avez vu nos statistiques, je ne vais pas vous cacher qu'on a aussi une partie de la population qui est quand même paupérisée, mais on a une bonne partie de cette population paupérisée qui n'est pas désintéressée, qui va venir au chantier parfois, qui va s'intéresser à une réunion, qui va venir à une exposition, et ça c'était difficile autrefois, et le fait d'y retourner régulièrement, d'aller à leur rencontre, de leur proposer des choses en direct, ça permet de les mettre avec nous, si je puis dire, et ce n'est pas forcément ceux qui avaient parfois des moyens, y compris les moyens parfois en termes d'études de comprendre, qui sont toujours les plus solidaires. Il n'y a pas de règle. Mais on a une partie comme ça de population qui est fière de dire, moi, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais moi, je voudrais quand même faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire sur ma façade? Voilà, j'ai déjà eu des gens comme ça, de tout âge, y compris, il n'y a pas longtemps, une grand-mère carrément, qui m'a dit, moi, je ne peux pas, j'ai une retraite misérable, ce qui était vrai, mais qu'est-ce que je peux faire? Et donc, on a trouvé une petite solution pour remettre un peu de couleur sur sa façade sans que ça la ruine du tout. Voilà. Les gens sont souvent pleins de réticences, c'est très compliqué quand on n'est pas tous les jours avec. J'irais dire, je vois bien la différence entre quand je vais parfois en extérieur, essayer de faire des choses avec des communautés associatives, et c'est bien. Là, on va avoir tous ceux qui sont motivés, mais on a du mal à voir les autres. Quand nous, on est au quotidien sur site, qu'on traverse 15 fois la rue et les rues dans la journée, ça nous permet quand même de créer un lien de confiance. Alors, je n'ai pas dit qu'on avait tout le monde avec nous, mais j'ai vraiment eu des gens avec qui c'était parfois compliqué et avec qui les relations ont pu devenir même enrichissante avec le temps. Mais tout le monde doit faire un mea culpa, moi aussi, voilà, parfois. Il y a Anthony qui dit merci, ça donne envie de venir vivre à Joinville, je suis d'accord. Bienvenue, on a besoin de monde. Je crois qu'il y a Michel-Antoine qui avait qui avait levé la main. C'est le cas ou pas? Oui, en fait, oui, merci. Oui, c'était une question pour Anthony. Oui. Alors, on ne vous entend pas bien, Michel. Actuellement. Non. Oui, vous m'entendez? Ouais, allez-y, parce qu'on ne vous entendait pas bien. Allez-y. D'accord. Alors, je disais qu'en fait, en ce moment, on a un grand sujet, c'est la question de la lutte contre la consommation d'espace, le zéro artificialisation nette, etc. Donc, évidemment, ça renvoie à des questions de densité, sauf que quand on est sur des démarches de revitalisation de centre-bourg, on se dit que la densité, c'est quand même un sujet très, très difficile, et puis ce n'est pas la bonne façon d'aborder le sujet. Ce n'est pas forcément un objectif chiffré, quantitatif. Le sujet, c'est plus un sujet d'intensité, de redonner de la vie dans la ville et de travailler sur les usages. Et du coup, parfois, ça peut aller peut-être jusqu'à de la dédensification, de la déconstruction.
pour recréer des espaces publics. C'est quelque chose que vous avez envisagé C'est quelque chose qu'on a déjà fait surtout, mais en fait, ça dépend de quelle densité on parle. Si on parle de la densité de logement, on peut dédensifier le centre-ville, mais en fait, on ne dédensifie pas en habitants, parce que parfois, vous avez un îlot où il y a 25 logements, il y en a 3 d'occupés. Moi, je préfère qu'il n'y en ait plus que 10, mais 10 occupés. Et en fait, c'est plutôt comme ça qu'on l'envisage. Et je me suis souvent un peu battu contre, non pas l'idée de densité, mais j'ai dit, mais ça dépend de quelle densité on parle. Oui, il y a parfois trop de densité. Alors, c'est pas une densité de Manhattan, hein, c'est juste que c'est plus adapté exactement comme les gens veulent. Il y a aussi eu beaucoup de remplissage à partir du 19e, et nous, ça s'est particulièrement marqué au 20e siècle, quand la ville allait bien, ils ont rempli les cours de partout. Déjà, si on déconstruit des trucs peu heureux, en plus esthétiquement dans les cours, on en a déjà démoli 2-3 avec les bâtiments de France. En fait, ce qu'il faut, c'est tout le faire en partenariat et en construction en amont. Mais comme on a un inventaire qui nous permet de bien connaître le bâti, qu'il est validé avec les bâtiments de France et le service régional de l'inventaire, on sait sur quoi on va travailler, et on n'y va jamais violemment, on y va par petites touches ici ou là, mais clairement, oui, je vais dédensifier en nombre de logements, mais pour avoir plus de monde après, parce que s'il y a plein de logements, mais qui sont détestables, il n'y aura personne dedans. Voilà. Mais c'est bien là l'objectif, en fait. C'est bien là l'objectif, il y a des gens dedans. Je préfère moins de logements, mais habités. On l'a fait avec le bailleur public, hein. On a accepté de passer de 550 à 450 logements publics avec le bailleur, qui nous a dit, moi, j'ai plein de logements vides, j'en peux plus. Et là, on arrive à retrouver progressivement, c'est pas encore gagné totalement, mais non pas une tension immobilière, mais enfin, on n'était même pas à une proposition de locataire par logement. Il a été proposé d'en enlever 100. Mais bien plus en fait en déconstruction, mais on en enlève 100 au total, et en plus on en enlève encore plus dans certains quartiers pour en réhabiliter ou en transférer ailleurs. Voilà, mais ça a été une logique, si vous préférez, quand des communes sont déjà ont été en croissance et en plus vivent une décroissance, ils ont l'impression d'acter symboliquement la mort. C'est vrai, non seulement, mais en plus on ne s'est même pas battu. Alors moi qui ai travaillé, je suis mosellan comme mon nom l'indique en plaisantant, j'ai pu échanger parfois avec l'Allemagne, et il n'y a pas toujours cette même vision, c'est-à-dire que c'est très pragmatique. Bon, il y a des pertes, vaut mieux enlever ça, point barre. Là, on sent qu'en France, on touche encore beaucoup à l'émotionnel, mais ça a beaucoup évolué en 10 ans là. Ok. Merci Anthony. C'est moi. Je ne sais pas enlever mon truc, hein. Vous enlevez ce que j'ai présenté, je ne sais pas, j'éteins. C'est déjà fait. C'est parfait. Okay. Voilà, merci. Je coupe. Hein. Ok. Je vais passer la parole à Marie-Jo Clément qui va nous parler d'un projet très intéressant de la requalification des friches industrielles jusqu'à un écoquartier. Donc, c'est une opération aussi très intéressante. Marie-Jo, c'est à vous. Oui, voilà. Vous m'entendez? Oui, parfait. Oui. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez la possibilité de passer le PowerPoint que je... Si vous voulez que je le passe, je m'en ai voilà, coupé. Ça donnera quelques images, mais bon, par rapport alors, parce que, en fait, je suis en enregistrement, du coup... Bien que par rapport aux interlocuteurs qui m'ont précédé, c'est déjà certainement une plus petite commune. C'est des plus petits projets, mais je me suis retrouvée dans beaucoup de leurs propos. Attendez, parce que en fait, comme j'enregistre, je ne peux pas. Alors, il faut que j'interrompe l'enregistrement. Régional, naturel, et puis nous avons aussi une certaine superficie qui est à l'intérieur d'une réserve naturelle. Donc, on a quand même quelques atouts sur notre commune. Donc, au niveau des friches industrielles, donc la commune s'est trouvée impactée à un moment donné par les friches industrielles. On n'avait vraiment plus de place à proposer sur notre territoire, et surtout, on avait des bâtiments qui partaient en ruine. Sur l'écoquartier qui nous intéresse, là, c'était 2 usines qui devenaient très dangereuses, hein, situées en plein cœur du village, donc où il fallait vraiment faire quelque chose pour traiter ces friches. Nous avions également affaire à un propriétaire qui en demandait des prix fous. Donc, nous avons entrepris des démarches auprès de l'établissement foncier de Lorraine, pour le PFL, hein, pour nous aider à reconquérir ce foncier. Donc, pour ces 2 usines, nous sommes partis
en expropriation. Donc, il fallait bien sûr un projet ficelé pour pouvoir prétendre à ces démarches. Donc, vous voyez, ça a démarré dans les années 2008, 2010. Ça a été très long. Donc, ce que je peux vous dire, bon, j'ai rédigé deux feuilles, d'un côté les points forts et de l'autre les points faibles. Donc, dans les points forts, c'est un site exceptionnel qui est situé au cœur du village. Donc, vraiment des travaux, une réhabilitation à proposer, envisager. Et puis, je dirais, il ne fallait pas se louper sur ce coup-là parce que c'est vraiment un point central de la commune. Donc, ces friches sont situées aux abords de commerce qui sont installés le long d'une route départementale. Et donc, c'est un projet qui a été conçu en large concertation. Nous avons associé différents partenaires, des personnes ressources qui favorisaient les échanges et ce qui fut très enrichissant. Donc, je dirais que toutes les personnes qui ont évolué autour de ce projet nous ont vraiment aidés à réaliser, à faire des choix vraiment fondamentaux pour assurer une réussite de ce projet. Donc, quand je dis des personnes ressources, je parle bien sûr de l'EPFL, je parle du centre du CAUE, de la DDT, bien sûr des architectes des bâtiments et paysagistes de France à un moment donné de l'évolution de nos projets, et puis le parc naturel des Vosges qui nous a vraiment bien épaulés dans ces projets. Pour réaliser cet ensemble sur la commune, donc, nous avons aussi réalisé des enquêtes pour savoir un petit peu ce qu'il fallait construire. On savait qu'on avait un problème de logement sur la commune, puisqu'on a beaucoup de cités ouvrières, et ces cités ouvrières, eh bien, ce n'est pas forcément des logements confortables. Et donc, on savait qu'il fallait réaliser quelque chose par rapport à ça. On a aussi des fermes et des maisons qui sont éloignées, qui sont sur les coteaux. Et une fois que les personnes vieillissent, elles ont envie de se rapprocher du centre-ville parce que il y a des problèmes de mobilité qui apparaissent. À un certain âge, on ne peut plus conduire sa voiture. Et en secteur de montagne, en secteur rural, c'est vraiment un moyen de locomotion primordial. Donc, on a des personnes qui souhaitaient se rapprocher du centre-ville. Donc, nous avons réalisé des enquêtes, des réunions publiques. Et puis, nous avons aussi, à un moment donné, mis autour de la table des acteurs qui interviennent dans la vie de la cité. Donc, sur cet écoquartier, donc 1 hectare 600, donc, on se disait, par exemple, il nous manque de l'hôtellerie. On n'a pas d'hôtel sur notre commune. Donc, on a eu des réunions de réflexion avec la Chambre du commerce, avec des professionnels du tourisme, où là, ça a été vraiment très enrichissant parce qu'ils nous ont expliqué que ce n'était pas forcément le bon choix de construire un hôtel dans les années 2010. Donc, on a abandonné cette idée. Donc, on s'est vraiment, on a suivi les conseils des uns et des autres. Donc, pour en revenir à notre écoquartier, nous avons aussi réfléchi sur tous les atouts qu'il y avait autour de cet espace. On s'est dit, on a la voie verte, la piste cyclable qui est juste à proximité. Nous avons les commerces qui ne sont pas très loin. Nous avons aussi besoin, à cette époque-là, au niveau de la santé, on avait
tous nos médecins qui vieillissaient et qui partaient les uns et les autres en retraite. Donc, on a travaillé sur un projet de maison de santé pluriprofessionnelle. Et on s'est dit que l'endroit serait idéal au cœur du village pour y installer la maison de santé. Donc, dans les difficultés, là… Marie-Jo, dites-moi sur quel diapo, parce que je navigue entre les diapos. Je ne sais pas à quel diapo. Ah oui, oui. Vous m'entendez? Là, oui, c'est mieux, mais tout à l'heure, c'était haché, j'ai pas… je disais… voilà, on va s'intéresser sur celle-ci. Laquelle? Celle-ci? Non, celle… Celle-ci? Ou celle-ci, celle-ci. Dites-moi quand il faut que j'avance. Ah oui, 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 d'accord, oui. Oui, c'est un petit peu… oui, oui, d'accord. Donc, un appui, comme je disais tout à l'heure, un appui sur des retours d'expérience d'autres collectivités, hein, un choix d'aménagement en régie pour tout ce secteur-là, et puis la recherche d'investisseurs potentiels très en amont du projet. Donc, pour repartir sur ce projet, nous avions des groupes de travail, comme je le disais, avec les personnes du tourisme, mais aussi nous avons contacté le bailleur social Vaugelis, qui a travaillé avec nous depuis le départ. Et puis, nous avions aussi des entreprises, une entreprise dans la construction qui nous a accompagnés dans ce projet. Donc, je dirais aussi que cet écoquartier, il est situé tout près des établissements scolaires. On a le collège Hubert-Curien. Et puis maintenant, alors là, c'est tout nouveau, nous avons la communauté de communes qui a son siège et les bureaux administratifs vont venir s'installer à quelques mètres de l'écoquartier. La commune travaille et rénove les bâtiments pour les accueillir. Donc, c'est un écoquartier qui évolue dans le temps. Donc, vous pouvez peut-être continuer et puis je vais, si vous pouvez descendre. Donc là, la localisation, vous voyez que c'est vraiment au cœur de la ville. Nous avons réalisé cet écoquartier en 3 tranches d'1 million à peu près chacune. Après, vous pouvez descendre. Voilà. Donc, sur cet écoquartier, il est situé aux abords de la rivière, d'une rivière. Donc, vous voyez là sur la photo un amphithéâtre de granit et de verdure. Cet amphithéâtre, il a été construit parce qu'il fallait vraiment consolider la berge. On s'est trouvé avec une difficulté, des friches qu'on avait démolies, mais une berge à consolider. Donc, on s'est dit, eh bien, on va peut-être construire des éléments en granit en forme d'amphithéâtre. De toute façon, la partie enherbée que vous voyez, elle est en zone inondable, donc on ne peut rien y construire. Et on s'est dit, sur cet amphithéâtre de verdure et de granit, on va pouvoir réaliser des animations, par exemple, en été. Donc, ce que vous voyez sur la photo de droite. Et on s'est dit, on va utiliser les matériaux locaux. Donc, le granit, il vient de la commune voisine de la Bresse, hein, qui est située à 6 km. Et puis, comme ça, on conjugue l'utile à l'agréable. Ensuite, vous pouvez peut-être descendre, peut-être que je verrai… Ah, non, même en restant sur cette photo, vous voyez la maison de santé que l'on aperçoit là. Donc, la difficulté qu'il y a eu aussi par rapport à ça, c'est qu'il fallait se mettre d'accord au niveau de la communauté de communes, au niveau des communes voisines, pour savoir qui allait recevoir la maison de santé. Donc, ça a été aussi un frein, ça a été des discussions. Et pour terminer, donc, c'est notre commune qui a été choisie pour pouvoir y installer la maison de santé. Ça, c'est des problématiques que l'on retrouve parce que nous sommes quand même des gros bourgs situés les uns auprès des autres.
La maison de santé, c'est celle qui est ici, là? Alors, la maison de santé, oui, on en voit un morceau là. Allez voir plus bas, peut-être. Voilà, attendez. Tout à l'heure, on la voyait bien. Alors, je ne sais plus. C'est ici, là? Voilà, oui, là, voilà. Il y a l'amphithéâtre. D'accord. On a la rivière qu'on ne voit pas là. On a l'amphithéâtre de verdure. On a la maison de santé. Et puis, vous apercevez par derrière des cités alors, qui auraient besoin de travaux de ravalement de façade. Donc, on a essayé avec les services de l'État, l'espace Info-Énergie, on a essayé de monter une action pour inciter les riverains à entamer des travaux. Mais chose qui n'a pas été vraiment concluante. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de personnes très âgées qui résident dans ces maisons et les travaux, pour eux, ça leur a fait un petit peu peur. Bon, on se dit qu'il y aura aussi d'autres actions qui se mettront en place, puisque avec le changement climatique, on sait très bien qu'on sera mené à jour à tous isoler nos maisons. Ce qu'on a fait aussi au niveau de la commune, ça n'a rien à voir avec l'écoquartier, mais on s'est dit on va donner l'exemple. Donc la maison de santé, c'est une maison passive. Et puis, on réhabilite aussi des bâtiments communaux, la mairie, le bâtiment qui va accueillir la Comcom, et en mettant une isolation vraiment au top, puisqu'on bénéficie des programmes Climaction. Donc, on se tourne aussi toujours vers les organismes qui peuvent nous aider à chaque fois qu'on a des projets. C'est peut-être un peu décousu ce que je dis, mais c'est vraiment un travail qui se fait, c'est transversal, quoi. On bénéficie des conseils des uns et des autres. On n'hésite pas à aller à la rencontre des organismes ou des administrations que sont au niveau de la région, du département, l'agence de bassin et bien d'autres. Alors, au niveau toujours de l'écoquartier, sur la partie haute, peut-être que si vous descendez, on verra. Là. On a une rue transversale qu'on a aussi réhabilitée et on a créé, là, vous le voyez, des cheminements piétonniers le long de la rivière, on aperçoit la rivière, et qui contourne cet écoquartier. Donc, tout le long de la rivière, on a créé ce cheminement. Et puis, à l'intérieur de l'écoquartier, on a aussi créé des cheminements piétonniers pour que les personnes qui résident sur cet écoquartier puissent avoir envie de marcher, d'abandonner la voiture, de pouvoir circuler à pied en toute sécurité. On a aussi les écoles qui empruntent cet écoquartier, puisqu'on a d'un côté les écoles primaires qui vont manger à la cantine du collège. Donc, vous voyez, c'est toute une circulation qui s'est mise en place à l'intérieur de cet écoquartier. Alors après, si vous descendez, peut-être, on va y voir. Oui, là, c'est plutôt un plan de situation de la commune. On a, comme je le disais, on a la voie verte, on a le collège, on a un camping qui est situé à 2 km. Et puis, on a poursuivi les travaux et on est en pleine réhabilitation d'une rue avec des bâtiments aussi qui tombaient en ruine, qui jouxtent cet écoquartier. Donc, c'est une poursuite, c'est une continuité dans le temps. Ensuite, si vous descendez, on voit toujours la maison de santé. Et puis, on devrait voir normalement, voilà. Donc, nous sommes sur la deuxième friche qui fait toujours partie de cet écoquartier où là, on a créé, on a urbanisé de façon à recevoir 6 logements
Vaugelis, d'un bailleur social. Donc, on a mis à disposition le terrain et Vaugelis a construit ces bâtiments. Et puis, d'un autre côté, nous avons proposé en accession à la propriété du foncier pour que des personnes puissent venir s'y installer. Et là, l'objectif, comme je le disais tout à l'heure, de personnes qui habitaient dans la montagne sont venues s'installer là sur cet écoquartier. Il nous reste un îlot central et là, on se garde la possibilité, on va entamer une étude cette année pour y construire des logements collectifs, mais avec peut-être par la commune. Mais comme on a eu d'autres projets qui sont venus se greffer, dont l'acquisition d'une turbine hydraulique, on ne peut pas tout réaliser en même temps. Donc voilà, là, on se donne la possibilité de continuer, de partir en phase 4, quoi, si on veut bien, de cet écoquartier. Au niveau de la gestion des eaux pluviales, donc là, on s'est dit que partout où on pouvait créer des places engazonnées, eh bien, c'est ce qu'on a fait. Donc, la grande majorité des places sont vraiment en evergreen. Et on a aussi une zone de covoiturage en evergreen avec une borne de recharge pour véhicules électriques. Je ne sais pas si j'oublie les circulations douces, je l'ai dit. On voit la borne électrique, là. Oui, la voilà, on la voit. Oui. Et puis dans toutes ces places engazonnées. Et on va poursuivre aussi ces dispositifs puisque la départementale qui est située à 100 mètres de là va être réhabilitée par le conseil départemental. Et nous, au niveau commune, tous les trottoirs et les places de stationnement, on va tout remettre en place en parking engazonné, de manière à pouvoir rendre les sols, enfin, à pouvoir absorber l'eau de pluie dans ces sols. C'est une volonté communale. Dire aussi qu'au niveau de la commune, on a été, je crois, la première des Vosges à ne plus utiliser les produits phytosanitaires dangereux dès 2007, cimetière y compris. Donc, c'est sûr qu'au départ, au niveau des habitants, c'était un petit peu compliqué, mais on a trouvé des astuces. Par exemple, les personnels techniques qui étaient vraiment très impliqués et qui ont été aussi les premiers à vouloir rentrer dans ces démarches, eh bien, le jour du marché, par exemple, se rendaient au cimetière et pouvaient discuter et expliquer la démarche aux habitants ou aux personnes bien souvent âgées qui venaient le jeudi matin sur le cimetière et puis au départ qui n'étaient pas forcément d'accord de voir des petites herbes pousser un peu partout. Donc, comment je veux dire, les pratiques ont évolué. Maintenant, au niveau du cimetière, eh bien, c'est partout, c'est pratiquement partout du gazon qui a repris dans les allées. Vous voyez, c'est toute une, je ne sais pas si c'est le mot éducation qu'il faut, mais c'est vraiment une sensibilisation et puis des démarches de communication avec les habitants. Dans les points faibles, on dirait que ce que je pourrais dire, c'est la complexité des dossiers à monter. Ça, c'est pas toujours forcément savoir à quelle porte aller frapper, mais je dirais qu'on a eu des opportunités vraiment bien utiles et fort sympathiques. Quand j'ai pris mon premier mandat de maire en 2014, malgré que j'avais dû passer en tant qu'adjointe, mais en 2014, nous avions décidé à plusieurs élus et services administratifs d'aller à la DDT pour parler du PLU.
du plan d'occupation, enfin, du plan du PLU. Et en expliquant un petit peu les démarches, ce qui se passait sur ce qui allait être le futur écoquartier, nous avons eu des personnes de la DDT qui nous ont dit, mais écoutez, vous devriez rentrer dans la démarche écoquartier. Donc, on l'a découverte et nous avons été aidés par le personnel de la DDT pour rentrer dans cette démarche écoquartier. À partir de là, on a fait un petit peu évoluer les projets. On était déjà bien avancés, mais au vu de la présentation et de ce qu'on avait réalisé, donc on est rentré dans cette démarche avec, vous savez, toute cette centaine de questions à remplir. Donc, ça a été tout un travail qui nous a fait un peu peur au départ, mais qui a été vraiment bénéfique. Et donc là, on a pu rencontrer aussi les personnes qualifiées que vous connaissez, les services de l'État, et on a évolué. Par exemple, la maison de santé, on ne devait pas la mettre tout à fait à cet endroit. Les cheminements, on nous a proposé différentes solutions. Donc, on a évolué. Le projet, il n'a fait que d'évoluer depuis le départ. Hein. C'est ce que je trouve d'enrichissant, même si des fois ça peut paraître un peu compliqué, un peu difficile. En tant qu'élu, on n'a pas forcément non plus toujours le temps. Dans une petite commune, on n'a pas forcément non plus toujours le personnel qu'il faut. Donc, mais ça a été vraiment enrichissant. Et puis, ce que je dirais aussi, on a eu aussi à expliquer que la rentrée en démarche écoquartier en milieu rural, ce n'est pas tout à fait pareil, ça se différencie d'un écoquartier en milieu urbain. Vous parliez des arbres tout à l'heure au milieu de la ville. Nous, ce qu'on a voulu dire, bon, de la verdure, on a nos places à engazonner, mais on a refusé, si vous voulez, de mettre une végétation peut-être plus conséquente parce qu'on l'a vraiment tout près de nous. On a quand même adapté nos plantations par rapport à ce qu'il fallait sur l'écoquartier, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Et puis, dans la démarche écoquartier pour nous, Cornimont, on a bien aussi pris en compte le potentiel fiscal des habitants. Les habitants ont des revenus très faibles. Issus du textile, vous voyez, les retraites sont vraiment très, très faibles. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on a voulu prendre en compte. Donc, voilà ce que je peux vous dire. On a aussi voulu expliquer, sur l'écoquartier, mettre en évidence le côté histoire. Donc là, ce n'est pas tout à fait terminé, mais on a l'histoire du territoire, on a l'histoire de ce quartier à mettre en évidence et on est en train de créer des panneaux d'informations et puis pour dire un petit peu ce qui s'est passé sur cet écoquartier. C'est riche en histoire. Ce que l'on voulait, c'était vraiment redonner une image positive à la commune parce qu'on avait plus d'une dizaine de friches industrielles hein, sur l'ensemble du territoire. Donc, il fallait vraiment redonner une image positive. C'est indispensable pour d'une part, fixer aussi les familles. On a en parallèle créé un espace culturel sur Cornimont qui s'est transformé l'année dernière en centre social, hein, de manière à pouvoir aussi faire en sorte que les familles puissent s'installer et puis surtout que les gens aient envie de rester sur notre territoire.
Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Je ne sais pas si... Merci Marie-Jo. Je crois qu'il y a des questions peut-être, parce qu'il ne nous reste pas très très longtemps. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Alors, il y en a dans le chat. Mais si quelqu'un veut prendre la parole? Oui, Madame Clément, Marie-Christine Carras, hein, donc du pays. Attendez, je vais mettre la caméra quand même pour que vous puissiez. Voilà. Oui, moi, je l'ai mis aussi dans le chat. Moi, je trouve que ce qui est intéressant dans votre commune de Cornimont, donc des villages que je connais bien, puisque je vais souvent randonner dans les Vosges, et donc, bien sûr, je connais bien sûr beaucoup de communes vosgiennes, dont la vôtre. Je trouve que ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est qu'en plus, vous avez la chance que cet écoquartier a été réalisé dans une commune qui ne semble pas trop avoir connu un étalement urbain exagéré. Je pense notamment à des résidences je dirais, de communes autres qui ont travaillé sur un tourisme de masse. Je ne les citerai pas parce que voilà. Et vos versants restent encore un petit peu, je dirais, préservés, et ça ne peut qu'embellir et, je trouve, revaloriser encore plus votre projet. Voilà. Je pense que vraiment là-dessus, ça ne peut être que positif finalement. Oui, et puis bon, par rapport aux communes voisines qui ont beaucoup évolué, je dirais aussi qu'à un moment donné, si elles n'avaient pas engagé toutes ces démarches, eh bien, le territoire ne serait pas aussi attractif que ce qu'il est. Hein, il faut voir le bon côté aussi des choses. Bon, c'est sûr que nous, Cornimont, on n'a pas eu trop à s'étaler, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, plutôt ville avec un passé textile, pas de lac, pas de piste de ski, voilà. Donc, on n'a pas eu l'engouement qu'il y a sur d'autres communes. Mais ces autres communes-là sont quand même, bien sûr, il y a peut-être une urbanisation un peu exagérée, mais c'est quand même, elle porte. Il faut pas cracher dans la soupe, quoi. Je pense Tout à fait, tout à fait. Elle porte notre territoire. Ouais. Tout à fait aussi, oui, oui. Voilà. Je veux dire, moi, je ne parle que sur le plan d'urbanisme. Hein. Oui, voilà. Oui, puis nous, on a toujours été quand même, avec mon prédécesseur, on a toujours été quand même bien sensible à tout ce qui est nature. Je vous dis, l'arrêt des produits phytosanitaires, la reprise de la gestion d'eau en gestion communale, en régie communale, parce qu'avant, on était passé avec un organisme voilà, qui n'était pas vraiment concluant. Et donc, on a voulu reprendre la main sur notre gestion d'eau. Voilà, c'est tous des exemples c'est tous des faits qui se sont enclenchés depuis les années 2000. Mais c'est très, très, très long. Hein, ça, c'est partir en expropriation, c'est très difficile. Heureusement que tous les industriels ne sont pas comme ça. Mais c'est très compliqué. Mais d'un autre côté, le fait positif, ça nous a obligés à travailler les projets. Pour partir en expropriation, je me souviens avec le cabinet d'études Trigone, eh bien, on est parti, c'était les premières études de faisabilité, et ça nous a obligés à réunir les habitants, à réunir les professionnels, enfin, les acteurs du territoire. Si ça avait été trop facile, peut-être qu'on n'aurait pas eu à réfléchir et à monter des projets comme ça. C'est le bon côté des choses. Bon. Et puis les services que je tiens vraiment à remercier, parce qu'avec la DDT, vraiment, on partait chez eux pour complètement autre chose. Et puis, on est revenu vraiment avec le projet Écoquartier, où, bon, sur le coup, je vais vous dire que ça nous a fait un petit peu peur avec ce dossier énorme à monter, mais qui a été qui nous a obligés à nous remettre en question et puis à évoluer, tout simplement.
les élus ne sont pas des professionnels, donc on a besoin d'avoir des conseils. On est obligé d'évoluer. Et puis, je dirais aussi, avec la communauté de communes, le plan de paysage et puis les schémas économiques et touristiques et tout ça, on rencontre dans les ateliers, on rencontre toutes les personnes qui nous aident à construire un territoire peut-être nouveau face au changement climatique, par exemple. Effectivement, de l'importance d'être bien accompagné. Vos collègues élus, là, lors du premier webinaire, on avait 2 maires qui nous ont aussi fait part de l'importance d'être bien accompagnés, que ce soit par les services de l'État ou par même des associations qui travaillent avec les habitants. Enfin, voilà, donc c'est vraiment important quand on part sur des projets qui remettent en cause des façons de travailler, des façons de concevoir même, par exemple, la gestion de l'eau, ça remet en cause des façons de travailler traditionnelles. Donc, c'est vraiment important de se faire accompagner. Je vois qu'il est 20h32, je ne veux pas abuser de votre temps. Je vois aussi qu'il y a des participants qui ont commencé à nous laisser malgré leur intérêt pour le sujet. En tout cas, je voulais vous remercier, participants, d'être intéressés par ce sujet. Et puis vous, Madame Clément, Nicolas et Anthony, d'avoir contribué, parce que c'était vraiment 3 exemples vraiment très intéressants, 3 approches différentes, mais vraiment très intéressantes. Voilà, donc un grand merci. Je vous propose d'ouvrir tout le monde vos micros pour qu'on se dise au revoir. Je vous donne rendez-vous le 18 mars. Donc là, on aura une journée de rencontre, d'une visite. Je ne peux pas encore, c'est en cours de validation, donc une visite avec des ateliers sur la thématique de l'urbanisme durable avec différents sujets qui nous intéressent. Donc rendez-vous le 18 mars. Et puis, voilà, et tout le monde peut se dire bonsoir en ouvrant le micro. Merci à vous, bonne soirée, et au revoir. À bientôt et très bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée. Au revoir, merci pour tout. Au revoir. Au revoir.